Bonsoir tout le monde, c'est Soyons Zen. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est vrai que c'est pas un jour habituel, mais il faut bien changer les choses parfois. Alors, mais c'est exceptionnel évidemment parce que ici à Chaudfontaine, c'est demain en fait, demain commencera le salon des viticulteurs à Soursorama et on en a profité finalement pour inviter un viticulteur. Vigneron, on va d'ailleurs lui demander la différence dans quelques instants, pour nous parler de son vin. C'est Éric Chauvin, domaine Le Souverain, qui nous vient, qui est sablotin, tout en un. Bonsoir Éric. Bonsoir Christiane, bonsoir à toutes et à tous. Oh, mais avec cet accent du Sud, on va passer une bonne soirée. Hein. Ah, je l'espère. Oui, Côte-du-Rhône, alors, bien entendu. Côte-du-Rhône méridionale, le soleil qui devait me suivre, mais qui m'a abandonné lâchement dans mon périple. Oui, ça effectivement, tu l'as perdu en chemin, à mon avis, une pompe à essence, parce que là, c'est la neige que tu nous as amené, je voudrais dire, mais c'est le monde à l'envers. Alors, justement, je le disais dans mon annonce, quelque part, viticulteur, vigneron, on va commencer par ça. Quelle est la différence? Parce que tout le monde ne le sait pas. Moi, je le sais, parce que je l'ai appris. Hein. Mais voilà. Un viticulteur va produire du raisin sur ses vignes, mais va souvent le vendre, ne va pas le transformer. Alors qu'un vigneron va transformer, donc faire du vin à partir de ses raisins et va le commercialiser. Voilà, c'est la petite différence entre quelqu'un qui va jusqu'au bout, on va dire, de la chaîne et quelqu'un qui s'arrête juste un petit peu avant. Mais les deux métiers dans le vignoble sont à l'identique. D'accord, donc celui qui s'arrête avant, c'est le viticulteur, celui qui va jusqu'au bout, c'est le vigneron. Voilà. Toi, tu es vigneron. Exact. Hein Sablé, Séguret. Sablé, Séguret, voilà, deux très très beaux villages au pied des dentelles de Montmirail, donc dans le Vaucluse, dans le Nord Vaucluse. Ça nous fait penser tout de suite au film Les Visiteurs. Oui, et pourtant ça n'a rien à voir. Rien à voir. Sans aucun point commun là-dessus, mais bon. Bon, voilà, mais enfin voilà, ça nous a fait quand même voyager un petit peu. Bon, rien que le fait de savoir que c'est dans le sud de la France, de savoir que tu as du soleil et pas nous, ça nous fait déjà voyager. Déjà, ça c'est une chose. Alors, on va un petit peu, c'est une passion quelque part, parce que pour être vigneron, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Oui, complètement. Je dirais comme dans tout métier, mais peut-être qu'avec les métiers de l'agriculture, il faut un peu plus peut-être d'amour parce que des fois la nature, elle n'est pas toujours sympa. Mais ça apporte tellement de belles choses. Et puis, quel plaisir de planter un greffé et au bout de 4 ans, lever une première récolte, puis de transformer ces beaux raisins en vin le meilleur possible. Et puis après, le commercialiser et puis trinquer, échanger. Voilà, ça rassemble évidemment le vin. Effectivement, ouais. Ça, c'est quand même le breuvage qui fait qu'on se sent bien tout en dégustant un produit finalement qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a du travail quand même derrière tout ça, derrière ce verre que l'on déguste. Et Dieu sait que ce travail, c'est pas rien du tout. La première question quand même, c'est une passion qui est née ou c'était aussi une reprise d'un domaine en ce qui te concerne? Alors en ce qui me concerne, c'est une reprise d'un domaine familial. Moi, plus jeune, je voulais être footballeur, mais il manquait du talent. Donc après, j'ai continué mes études et puis naturellement, je dirais presque inconsciemment, je me suis retrouvé en école d'agriculture à Avignon. Donc. Et puis là, je crois que c'était ancré en moi, c'était génétiquement en moi. Ouais. Et puis ça m'est apparu comme une évidence. Et aujourd'hui, je regrette vraiment pas. Bon, tu as l'air heureux en tout cas. Non, moi je suis bien et je fais ce que j'aime et ça me permet de rencontrer plein de monde intéressant. Et ça, c'est quand même une belle ouverture sur la planète, sur la vie, sur tout ça. Ouais, sur la planète, carrément. Ah ouais, oui, je suis venu jusqu'en Belgique. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est le bout du monde. Alors, quand tu étais plus jeune, donc enfant, justement, donc tu voyais ton père alors travailler la vigne. C'était l'exploitation, c'était mon grand-père, mon grand-oncle qui l'a mené. Ouais. Mais moi, naturellement, j'étais sur les tracteurs. Le soir, en rentrant de l'école, j'allais courir sur les cuves. Mais quelque part, je pense que c'était inscrit en moi. Je ne me disais pas forcément, je ferais ça plus grand. Et honnêtement, non, c'était... et puis, arrivé à 15 ans, voilà, c'était choix scolaire, il faut... Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, ça s'est pas imposé. Non, pas imposé, quelque part. Ça s'est avéré
à moi, quoi, quelque Ça part. s'est révélé, Voilà, en fait. révélé, exactement. Comme on dit chez nous, t'as vu la Vierge, quoi, quelque part, voilà. Et puis, sans aucun Ah, moi, regret. je veux bien voir la Vierge en raisin en vigne. Hein. Oui, alors c'est Bacchus qu'on boit chez nous, mais Oui, c'est vrai. voilà, voilà, et c'est vraiment, vraiment. En plus, on a de la chance. Bon, toutes les régions viticoles françaises sont belles, Oui, c'est vrai. mais la nôtre est pas trop mal, et moi, je suis content d'y Particulièrement être né, belle. quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que ton père n'était pas, lui, vigneron, alors? Non, je l'ai perdu très jeune, mais il était, oui, sur l'exploitation aussi. C'est mon arrière-grand-père qui avait créé l'exploitation. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de polyculture, hein, puisque la vigne représentait sur sa sablée à peu près un quart de la production. Le reste était réparti un petit peu avec des oliviers sur les coteaux, des mûriers, puisqu'il y avait des magnaneraies à Sablé. Et puis tout ce qui était les terres un petit peu plus fertiles servait de jardin, notamment pour nourrir les animaux et la famille. Et puis le gel de 56 a vraiment modifié les cultures, puisque bon, tous les oliviers ont gelé, les mûriers aussi. Conditionné à ça, avec l'arrivée de matériel agricole plus performant, et il a pu se défricher certaines parcelles et tout. Et donc là, la vigne s'est implantée. Et puis, il s'est avéré que Sablé produit des vins de qualité. Sablé Séguré, hein, tout le secteur des dentelles. Et donc, l'essor du vin et de la vigne est parti de là depuis ces années-là. Donc, depuis les années 67, Séguré est une appellation village communal classé, donc une AOP. Et Sablé avait emboîté le pas quelques années après, 74, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Et quand tu dis que c'est une terre propice, donc ça veut dire que c'est vraiment cette terre qui fait le bon raisin, alors, la bonne vigne? Ouais, ben ça c'est valable sur tous les terroirs de France, hein. On a des terres qui sont meilleures que d'autres pour faire de la vigne, enfin de la vigne. De la vigne poussera de partout, hein. Oui. Mais la vigne fera un fruit de meilleure qualité et qui permettra l'élaboration de vins d'autant belle qualité si on est sur des terres plus adéquates. Alors chaque région, en fonction de chaque cépage, va avoir ses spécificités. Chez nous, on est sur des terroirs argilo-calcaires et avec des éboulis liés justement à l'érosion des dentelles de Montmirail. Je ne sais pas si tout le monde connaît les dentelles de Montmirail. Non. C'est une barrière rocheuse. C'est un peu le début des Préalpes quelque part, les prémices du Mont Ventoux, un nom que les Belges connaissent bien pour le cyclisme. Ça, oui. Voilà, et donc on a des très très belles terres. Et puis voilà, si je vous énonce les noms de mes voisins, c'est Gigondas, c'est Vaqueras, c'est Bonne de Venise, Châteauneuf un petit peu plus loin, Rasteau et Kéran qui sont de l'autre côté de la rivière. Bon, je pense qu'en termes de vin, Ah ben vous y pas trop mal, connaissez, quoi. hein. C'est Ça pas trop c'est mal. sûr. Nous, on n'a pas cette chance, hein, malheureusement. On a quelques vignerons, hein, quelques viticulteurs en tout Ouais, cas, ouais, j'en mais connais c'est un pas, qui est très bon, mais c'est pas légion évidemment. La Belgique ne s'y prête pas spécialement finalement. alors je dirais C'est une question de aujourd'hui. soleil aussi peut-être. Ouais, Ouais. alors tout le monde, aujourd'hui, le réchauffement climatique, le fameux réchauffement climatique, Ouais. tout le monde en parle. Ouais, je pense que la Belgique sera amenée à produire du vin. Elle est sur des terroirs qui ressemblent plus à l'Allemagne, des choses comme ça. Oui. Donc, je pense que ce sera peut-être plus propice à faire des vins type germanique. Maintenant, je ne sais pas, on sera dans 200 ans, je ne sais pas ce qu'il en sera de la On sera plus là technique. pour le voir, hein, Voilà, de toute donc, façon. On va pas se tracasser voilà. d'avance. Moi, Hein. j'en ai bu, certains avec plus d'intérêt que d'autres, les blancs notamment, mais il se fait des belles choses. Il y a un truc qui est sûr par contre, c'est que les Belges sont des passionnés, sont des épicuriens, et ça nous on le retrouve quand on les a en face de nous, et quand on a la chance d'avoir des Belges qui ont repris des domaines, qui ont racheté des domaines. Oui, aussi. Ce sont des passionnés, des gens avec qui il fait bon échanger, et qui s'intègrent d'ailleurs très très bien. Et c'est très enrichissant, quoi. Et pourtant, ils n'ont pas ça dans le sang, je vais dire, hein, quelque part. Donc, comment arrivent-ils à gérer aussi bien que vous, finalement, ces domaines? Parce que je dirais ils sont intelligents et culturellement ils sont ouverts, quoi. Ah, c'est gentil de dire. Non, qu'on non, est mais c'est ça. intelligents, Non, mais les il faut. Belges. Ouais, je veux pas Non, dire je qu'il faut être rigole. énarque pour gérer un Non. domaine, mais il faut. Non, mais enfin, il faut s'y connaître parce faut que une c'est pas. aptitude, ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même pas pouf comme ça le premier qui débarque sur un terrain va pas se dire je vais planter des vignes. D'abord, il faut savoir quelle semence planter à la base. Hein. Alors nous, ce ne sont pas des semences. Les semences, donc c'est des graines. Ouais, La c'est vigne, pas des semences. non, la vigne, c'est des Excuse-moi, hein, plantes de. Tu es là pour ça, pour m'expliquer hein, Justement. déjà, et nous expliquer d'ailleurs à tout le monde. Hein. Ce sont des greffés, des plantes de vigne. Mhm. Donc, et là aussi, grâce à un sablétain, la production mondiale de vin a été sauvée. Puisque donc le phylloxéra, c'est un mot qui parle un petit peu à tout le monde, les vignes étaient amenées à mourir, liées à ce puceron qui véhiculait le virus du phylloxéra.
Et on s'est rendu compte, c'était au début du 20e, fin 19e, tout ça, que les vignes sauvages américaines, donc qui étaient des vignes un peu vignes vierges, elles ne résistaient à ce puceron, et donc il est venu à l'idée de greffer les cépages sur ce qu'on appellera depuis le porte-greffe. Et donc, du coup, ça a sauvé le vignoble mondial. L'inventeur de la machine à greffer, c'est monsieur François Leidier, qui est de Sablé. Donc, voilà, très, très, très fier. Donc, depuis, c'était une ébauche, c'était la première machine. Ça a évolué depuis, bien entendu. Mais ouais, c'est une petite fierté locale. Voilà. Oui, effectivement, parce que sans lui, il y aurait peut-être plus de vignes vraiment peut-être que qui se portaient bien, quoi. D'autres auraient trouvé cette machine. Après, sinon, la greffe se faisait à la main, plan à plan. C'était beaucoup plus complexe. Ça a créé le métier de pépiniériste, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc on plante un greffé. D'accord. Cette vigne va mettre 4 ans pour être installée, on va dire vraiment prête à produire. Au bout de la 4e année, chez nous, la vigne peut rentrer en appellation d'origine protégée et donc va être récoltée. Puis après, chacun va la vinifier en fonction de ses idées, de ses terroirs, de ce qu'il veut obtenir comme produit final. Donc, si je comprends bien, tu m'arrêtes, parce que moi, je ne connais pas vraiment. Ce sont des cépages différents que vous avez alors ? Ouais. Selon comment ça se passe à ce niveau-là? Alors ça, c'est un fait historique, les cépages qui sont adaptés à certains terroirs. Et alors, quand on emploie le mot terroir, souvent, les gens disent « oui, c'est la terre ». Le terroir, c'est pas que la terre. Le terroir, c'est le sol, donc la géologie, c'est aussi la météo, et c'est la façon de travailler aussi, quelque part, la patte des vignerons, les expériences qu'ils en ont. Et c'est un tout. Un terroir et un vigneron, voilà, c'est un tout. Donc, chaque région viticole a ses propres cépages, qui sont souvent des cépages autochtones. Donc, qui dit autochtone dit les mieux adaptés. C'est ceux qui vont le mieux sur ces territoires-là, pour toutes les raisons donc, de terroir et de climat. Et alors, chez nous, dans la vallée du Rhône Sud, on a une spécificité, c'est que forcément, pour être en appellation, on est sur des vins d'assemblage. C'est-à-dire ? Alors, il faut forcément plusieurs cépages. Alors la règle, elle peut paraître un peu complexe, mais c'est minimum 50% de grenache, pour ce qui est le cas des villages, et minimum 20% de cépages améliorateurs, on dit améliorateurs, comme la Syrah ou la Mourvèdre. Puis après, il y a des cépages un peu secondaires, donc avec tout ça, donc ça c'est pour les rouges, on fait notre sauce. Alors que si on compare à la Bourgogne, par exemple, la Bourgogne, c'est un cépage rouge, le Pinot, un cépage blanc, le Chardonnay. Ah, c'est tout. Voilà. D'accord. Ça s'arrête là. Dans leur cahier des charges, c'est comme ça. C'est plus facile alors, peut-être ? Non, je sais pas, c'est une question que je pose. C'est que chez eux, voilà, leur cépage, c'est cela. Et eux vont jouer beaucoup sur les effets de territoire, de terroir, de micro-zones pour jouer sur des différences et des vinifications un peu variées. Nous, on a, en plus de nos différents petits terroirs, on a en plus l'assemblage des différents cépages qui va être un petit peu au gré de chaque vigneron, en fonction des sols qu'il a. On a toujours un choix entre un ou deux cépages. Et donc, en fonction des vins qu'on va obtenir, en fonction de l'encépagement qu'on en a déjà sur l'exploitation, on va pouvoir se dire, là, je vais mettre du grenache. Ouais, non, là, je veux autre chose. Là, je vais mettre du Syrah ou du Mourvèdre. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait une équation de plus à résoudre. Ah bah oui. Et c'est ce qui rend le métier passionnant, quoi. Oui, tout à fait. Donc tu dis, tu es allé à Avignon pour pouvoir suivre ces cours. Oui, donc c'est pas quelque chose qui se transmet. Il faut impérativement passer par des cours pour savoir, pour connaître vraiment l'ABC du métier. Je dirais non, mais c'est mieux. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que c'est quand même bien d'avoir un petit peu des bases techniques, et au plus on en a, au mieux c'est. Après, l'expérience sur le terrain et aussi l'expérience des anciens qui vont nous transmettre leur savoir, ça reste précieux. Donc je pense que le mieux, c'est l'alliance des deux, avec de la théorie, parce qu'il en faut. C'est bien de savoir un petit peu, des fois, un petit peu la chimie, toutes ces choses-là. Parce que ça a évolué aussi, finalement, par rapport aux anciens. Hein. Oui, souvent, les anciens faisaient ça de manière un peu empirique. On a fait comme ça, on continue. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que les apports techniques, tous les supports que l'on a, les analyses de plus en plus précises vont nous permettre de faire des choix plus avérés et plus précis. Donc ça c'est vrai que voilà, c'est pour ça que dire qu'il ne faut pas aller à l'école, non. Si on peut y aller, il faut y aller, c'est pas un souci, mais il ne faut pas oublier le terrain.
D'accord. Il faut bien mixer les deux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de la pratique, en fait. Hein. C'est Donc, les deux, la hein. théorie, c'est bien, mais si on peut pratiquer, c'est énorme. Et ça prend combien de temps, ces études, hein? Alors moi, ça a duré 4 ans. Mhm. 4 ans de pur bonheur, parce que déjà, ça m'a permis en plus d'apprendre, on va dire, la théorie sur le métier, ça m'a permis de rencontrer des collègues de promo, des gens fantastiques avec qui je suis toujours en relation, et aujourd'hui, c'est des amis, quoi. Tous vignerons. Alors, je vous dis pas, quand on fait des repas, Ah bah, ça doit être bien arrosé. voilà, on va dire ça comme ça, et on n'a plus soif. Non, c'est Mais sûr. voilà, donc ça a permis, le vin, c'est la convivialité, le vin, ça ouvre des portes, le vin, ça C'est une apporte grande des connaissances. famille, la famille des Je l'espère, vignerons, ouais. viticulteurs. Ouais. Je l'espère. Moi, je la conçois comme ça, quoi. Mhm. Il n'y a pas de jalousie comme ça Il doit bien entre vous? il doit bien avoir un petit peu, parce que l'être humain est comme ça, mais Il y a nous, plutôt de chez nous, l'entraide? chez nous, sur Sablé, il y a une grosse entraide. On est une bonne équipe de jeunes et de moins jeunes, mais à tous s'apprécier, s'entraider, s'encourager. Après, il n'empêche, oui, on est sur un marché qui est concurrentiel, hein, mais le soleil se lève pour tout le monde. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a tous trouvé chaussures à notre pied, avec un client par-ci, un client par-là, quoi. Ouais. Vous êtes combien sur Sablé? Sablé, 25 producteurs, dont une quinzaine vraiment implantés sur Sablé. Le reste, ce sont des producteurs de périphérie, quoi. Mhm. Donc toi, tu es originaire du Sablé, hein? Ouais. C'est ça, Ouais, TV, Sablé. J'habite à Séguré, donc Séguré. à côté, mais 1,5 km de distance entre les deux. Donc je ne sais pas qui est la banlieue de qui, mais voilà, deux magnifiques villages où viennent régulièrement les Liégeois, puisque c'est une belle région de villégiature pour les gens de la zone, quoi. Déjà. Et donc toi, tu produis aussi bien du Sablé que du Séguré, alors? Ouais. 2 tiers de ma production est sur Sablé, 1 tiers sur Séguré. Et le tout est en agriculture biologique depuis 2008, Oui. année de mon engagement. C'était important? C'était quelque chose qui te tenait à cœur, vraiment, ça? Ouais. Oui, alors c'était pas, je m'étais pas fixé de date, je n'avais pas d'objectif vraiment arrêté en disant à cette période-là, il faudra que je sois en bio, mais ça mûrissait depuis longtemps. Dès mon installation à 19 ans, j'étais en agriculture raisonnée. Mais l'agriculture raisonnée, c'est bien. Qu'est-ce qu'on entend par agriculture raisonnée? Je dirais tout simplement, c'est agriculture de bon sens. Tout Mhm. simplement. Sauf qu'à un moment donné, certains metteurs en marché se sont un petit peu appropriés ce mot, ce terme-là, et on commence à dire, on va faire la lutte raisonnée, on va vous filer un cahier des charges au 1er janvier, et puis vous allez faire ça toute l'année, comme ça sera raisonné. Et moi, à partir du moment où on me donne un ordre au 1er janvier, je trouve que j'ai perdu ma raison. Donc, je ne suis pas rentré dans ce système-là. Et de là, je me suis dit, il faudra passer à l'étape supérieure. Et puis, il y a eu des faits de vie, des moments où je me suis dit, allez, on y va. Et sans aucun regret. C'est vrai que ce cahier des charges est assez important, hein, pour vous en France. Je pense qu'il est un petit peu plus lâche, hein, ici en Belgique. Mais chez vous, c'est très cloisonné quand même, Alors, ce cahier des charges. Théoriquement, non. Je dis bien théoriquement, voilà, la règle est la même pour tout le monde. Un producteur bio répond à un cahier des charges européen. Mhm. Après, je me fais peut-être un petit peu des ennemis, mais après, l'application de la règle, ça, je ne peux pas juger. Je sais que chez nous, elle est assez stricte, et tant mieux, c'est normal. Au moins, quand on met le label AB, on sait qu'il n'est pas galvaudé. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de regret. Quand j'ai signé mon engagement, j'avais la charte, j'avais toutes les conditions qu'il fallait remplir pour être en bio. Et c'est quoi ces conditions? On va dire, plus de produits chimiques. Aucun. Non, produits chimiques de synthèse. Ah, par exemple, d'accord. pour les traitements mildiou, anti-mildiou, qui est un champignon, on a la fameuse bouillie bordelaise. Alors, bouillie bordelaise, les gens disent c'est la bouillie bordelaise, c'est du cuivre. Bouillie bordelaise, c'est une marque commerciale, mais c'est comme frigorifique, quoi. C'est passé dans les mœurs. Donc, on a essentiellement ça. Et on a du soufre, donc qui est un oligoélément aussi pour lutter contre notre champignon, l'oïdium. Mais aujourd'hui, depuis 4-5 ans, le bio étant quand même plus qu'une mode, mais vraiment un état d'esprit, on s'est penché, les laboratoires se sont penchés sur des produits un petit peu aussi naturels. Et depuis 2-3 ans, moi, j'utilise de l'huile essentielle d'orange, par exemple. Ah oui. Pour traiter contre ces maladies-là. Alors c'est rigolo parce que ça sent l'orangina quand je traite, mais c'est bien. Ton raisin. Voilà. Mais le raisin ne va pas absorber, enfin, je veux dire, la terre absorbe ça. Il n'y a pas de répercussion sur le goût de ton raisin?
Non. C'est une question. Hein. Non. Je dis, moi, je suis novice là-dedans. Je connais rien du tout. Il n'y a pas de répercussion. Et puis en plus, nous, on a un truc magique dans le vin. Ça s'appelle la fermentation. C'est-à-dire que le raisin, il rentre dans la cuve, c'est du sucre. Puis il y a la fermentation qui agit. Donc il y a un réchauffement et tout. Et là, ça va détruire beaucoup de métabolites qui peuvent être issus, même dans les produits on va dire de synthèse, beaucoup de produits qui sont dégradés à ce moment-là. D'accord. Donc voilà, moi, je ne suis pas du tout un ayatollah. Il ne faut pas être contre ceux qui sont restés en lutte traditionnelle. Chacun on fait ce voit qu'on son peut chemin. quoi, en même temps voilà. aussi. Hein, c'est d'autres... En bio, moi, je n'aime pas parler de contraintes, parce que contraintes, ça fait un petit peu... On est obligé de... Oui, voilà. Non, moi, c'est des obligations. Voilà. Tu te souviens de ta première récolte? Allez, la première fois, c'était quand? 1991. D'accord, 91 pour les Belges. Il va falloir apprendre à parler belge. Voilà, 91. Voilà, pour le week-end, tu parles belge. D'accord. Donc là, comment ça s'est passé? Donc les cours étaient terminés? Hein, oui, voilà. Tout juste, puisque là, j'avais déjà un bon pied sur l'exploitation. Ça a mal commencé, puisque en mars, si j'ai bonne mémoire, il y a eu 5 hectares sous le gel. Et puis, dans l'été, 4 hectares sous la grêle. Donc, première récolte, 30% de récolte, uniquement, 70% de perte. C'est rien du tout, ça. Ouais, ça fait mal. Ouais, comme on dit chez nous, ça pique un petit peu. C'est... Ouais. Mais bon, voilà, c'est la nature. Hein. C'est comme ça, on se relève. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a... on exploite au mieux et on essaie d'être bon commercialement pour valoriser au mieux. Vous avez excusez-moi, une question peut-être un peu plus indiscrète, mais vous avez des assurances, quelque chose qui marche alors dans ces cas-là? Il y en a. Elles sont quand même aujourd'hui assez chères pour pas forcément beaucoup de retours. Aujourd'hui, certaines banques commencent à se mettre en place, donc avec justement des assurances un peu plus spécifiques. Mais on est encore au balbutiement et... oui, je pense qu'il faudra quelques années pour que ce soit plus efficace. Notamment chez nous, où on n'est pas sur une zone où il grêle souvent. Honnêtement, moi. Non, mais quand ça tombe, ça tombe. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des collègues qui sont sur des territoires qui sont plus sujets à grêle et qui, eux, ont plus de soucis. Donc, je vais quand même pas me plaindre. Voilà, moi, on a eu la grêle peut-être une fois tous les 10 ans et de manière un peu aléatoire. Donc, bon, c'est vrai que 91, oui, là, elle a été... plus active chez moi, mais voilà, ça fait partie. Et comme c'était ta première vraie récolte, ça ne t'a pas démotivé évidemment, puisque tu es toujours là. Non, ça m'a pas démotivé, mais par contre, zéro repère. Parce que du coup, moi j'étais là un peu en apprentissage de mon vignoble. Je découvrais un peu mes vignes, même si elles étaient là dans la famille, mais il fallait les appréhender, il fallait savoir ce qu'elles allaient me donner, il fallait faire connaissance, quoi, on va dire. Là, pas de repère, parce que la donne est faussée. Donc 92 se pointe, là, tout content, on dit ça va être mieux. Puis là, il y a eu malheureusement les événements de Louvèze, à Vaison-la-Romaine. Et donc là, il y a eu 8 hectares sous l'eau, tout ce qui était en 20 pays. Bon, on continue à retrousser les manches et puis là, on avance. T'as pas peur? Tu te dis pas, non, ça fait 2 ans maintenant, j'abandonne. On n'a pas à un moment donné ça qui passe par la tête? Mais non, parce qu'il y avait mes anciens avec moi qui en ont vu d'autres, et parce que ça fait partie du deal avec la nature, quoi. Donc, on s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'on abdique, hein, mais on continue, on lève la tête, et puis on progresse. Mais qu'est-ce qu'on fait alors avec ce petit pourcentage finalement de récolte? On arrive quand même à se dire, tiens, je vais tester ça, Parce que... Non, là, on fait du sauf qui peut, là. On fait vraiment du sauf qui peut. Sauf qui peut, façon de parler. On essaie de faire... bon, ça c'est obligatoire. Mais là, il n'est plus trop question de dire on va faire des sélections, des cuvées et tout ça, parce qu'on va faire... Voilà, on n'a rien, on ne peut pas faire des choses trop représentatives. Donc après, voilà... On fait du basique, en quelque sorte? Ouais, je dirais... quand je dis on sauve les meubles, c'est... on va faire... s'il y avait 2 terroirs qu'on ne voulait pas assembler pour les garder séparés... Là, on va les assembler parce que sinon, les cuves seront à moitié, quoi. Donc voilà, tout en restant logique, mais on revoit sa copie. Et en même temps, on découvre peut-être quelque chose, justement. Oui, de toute façon, de toute expérience, il y a des bonnes choses à en sortir. Moi, c'est vrai que 91, comme si je ne le revois pas, ça ne me vexera pas. Donc depuis, c'est vrai que mon vignoble a pas mal évolué. Je l'ai renouvelé à 90%. Depuis, avec des renouvellements de parcelles, des changements de cépage. Ça veut dire, donc, que tu replantes. Voilà, arrachage et replantation. Et tu es toute seule pour bosser, c'est ça?
Alors moi, je ne prends que des intervenants saisonniers. Mhm. Après, ouais, sur le domaine, je suis le seul, on va dire, seul tracteuriste, seul bureaucrate, seul vinificateur, seul commercial. Ça fait beaucoup, hein. Moi, ça va. Ça va. Donc c'est uniquement pour les vendanges alors que tu prends? Non, Non? non, Ah, parce que non. là, j'avais fait le choix depuis ça très très longtemps d'être indépendant et d'avoir ma machine à vendanger. Donc sur Sablé, je crois que j'étais le plus petit domaine, le premier petit domaine à l'avoir. Alors ça a fait un peu rigoler certains au début, en me disant ouais, il se la joue un petit peu. Pas longtemps après, il y en a beaucoup qui me Qui disaient t'ont suivi? quand même, c'est pas mal ton truc. Et aujourd'hui, voilà, qui ont suivi, qui ont boité le pas. Ça veut Donc, dire que c'est voilà. une machine en fait qui va faire la récolte. Alors c'est ça, Ouais, les vendanges? uniquement. Ouais. Elle cueille, enfin le cueille. Elle égrène les raisins sur les souches. C'est un système de mouvement qui va égrener les grappes. Donc les grains seront seuls ramassés. Ah, c'est fou ça quand même, hein. C'est le progrès. Hein. Ah bah oui. Mais ça quand même, hein. fait très très longtemps que les premières machines ont dû arriver dans le vignoble dans les années 70. Mais bon, là, c'était les balbutiements. Il y en avait pour tous les goûts. Et c'était pas vraiment hyper qualitatif. De mémoire, on m'avait dit il y avait à peu près 400 fabricants de machines à l'époque. Parce Ah oui, que quand chaque même. un peu géo-trouve-tout du coin créait son petit modèle. Aujourd'hui, il en reste 4. Heureusement, ils sont tous français, mais voilà, ça s'est écrémé, quoi, ça s'est professionnalisé. Mais voilà, donc moi j'avais fait ce choix, pas que j'étais contre le personnel, mais c'était surtout parce que je voulais mon autonomie complète. C'est-à-dire que si j'avais envie d'aller vendanger pendant 3 jours non-stop, je voulais vendanger 3 jours non-stop. Si je voulais Chose que tu peux pas demander à des personnes qui viennent vendanger, quoi, en fait, c'est ça. c'est difficile de leur faire 15 heures de travail par jour ou de vendanger Ouais. la nuit, quoi. Moi, à titre d'exemple, mon raisin blanc et les raisins rouges que je ramasse pour élaborer mon rosé, à 4 heures du matin, je suis dans les vignes, quoi, sur Ah la oui. machine. Donc, Oui, tu peux pas demander ça à tout le monde. c'est plus complexe, quoi. Mhm. Parce qu'on dit toujours, hein, vu de l'extérieur évidemment, on dit toujours que justement cette époque de vendange, c'est quelque chose, c'est très, c'est du boulot, hein. Voilà, on trinque, mais en même temps c'est tellement festif à la fin des vendanges où tout le monde est là à bosser ensemble, puis on fait la fête. Ouais, c'est un côté bucolique. Non, mais moi, Ouais. je regrette ce côté-là. Alors, après, Tu fais la fête avec toi-même, quoi. ouais, non, mais j'ai plein d'amis. Donc, tous les soirs, quand je vais pas trinquer après une bonne journée de labeur, quand voir un de mes collègues dans sa cave, c'est lui qui vient chez moi. Enfin, on se lâche pas Il y a d'une toujours main comme moyen, ça. Bon, il y a quoi. toujours moyen. Après, l'être humain a un petit peu changé aussi et on manque un petit peu de combattants aussi. Là, cette année, c'était un gros problème dans toutes les régions de France. Bon, après, je ne veux pas faire de politique, mais voilà, quand il manque de vignerons, des vendangeurs, c'est pas évident. Ah ben non, ça veut dire que le travail est retardé alors la vendange, Ouais, mais le ouais, raisin mais- n'attend pas, j'imagine. Ah ben non, là, on a l'avantage que le vin est un produit non périssable. Par contre, le raisin, lui, Bah, oui, ouais, lui. quand il est mûr, il est mûr. Hein. On a une fenêtre de tir d'une semaine à peu près pour le ramasser. Après, Une semaine? ouais, on va penser que sur une parcelle, allez, entre une semaine et 15 jours, en fonction de ce que l'on veut obtenir, si on veut faire des vins plus ou moins alcoolisés, plus ou moins charpentés, on va attendre un degré de maturité différent, Plus long? plus poussé ou moins poussé poussé. en fonction de ce que l'on veut faire. Mais moi, je sais que cette année, j'ai des collègues sur Gigonda qui, le jour de démarrer les vendanges, il leur manquait 5 personnels, quoi. Et ils ont ramé toutes les vendanges pour compléter leur équipe. Moi, alors je fais pas de choix, chacun fait ce qu'il veut, main ou machine. Moi, je sais que si la machine elle part pas le matin, c'est ma faute, puisque c'est moi qui la conduis. Donc si elle démarre pas, c'est que je suis pas dessus. Tu ne peux t'en vouloir que toi-même. Exactement. D'accord. Donc, on a passé 91, 92, pas ça, pas vraiment. 93 était un peu plus propice. Là, enfin, tu as pu voir enfin, une récolte un peu plus proche de la normale. Ouais. C'était pas le millésime du siècle, mais déjà, voilà, j'ai pu tirer quelques enseignements de mon vignoble. Et après, de là, naissent toutes les réflexions. Bon, celle-là, il faudra penser à l'arracher parce qu'elle est en bout de course ou parce que les raisins là qu'elle produit sont inintéressants avec ce cépage-là. Enfin, toute réflexion liée au métier de vigneron, quoi. En fait, on est vigneron 24 heures sur 24. Un peu, ouais. Mais quand on aime, on compte pas. Ouais, d'accord. C'est sûr. Mais c'est surtout au début que c'est dur. Justement, pour trouver ses marques, trouver les assemblages ou les choses qui vont ensemble, en fait, c'est ouais, ça. mais c'est quand même Après, ce qui est beau. c'est une affaire qui roule, comme on dit, ou on se chaque année, renouvelle, chaque on se renouvelle année, chaque fois. Chaque tout année, dépend. Moi, de la ouais, récolte. moi, comme je dis chez moi, j'ai une ligne directrice. Je sais ce vers quoi je veux tendre.
Et puis après, on adapte en fonction de l'année, si elle est plus ou moins caniculaire, comme c'était le cas l'an dernier, si elle est plus ou moins pluvieuse, si il y a une grosse récolte, une petite récolte. Il y a plein de paramètres qui vont faire que il va falloir adapter après et se dire, pour faire ce que je veux, cette année, je vais un petit peu bouger mon curseur. Je vais faire un petit peu plus de ça ou un petit moins de ceci. Mais ça, c'est, je dirais, comme un cuisinier qui, tous les jours, se remet à l'ouvrage devant sa poêle. Puis à la limite, tu connais chaque pied de vigne, quoi. Tu sais. Peut-être pas tous, mais alors, contrairement aux éleveurs, moi, je les baptise pas. Ils n'ont pas tous un petit prénom. Parce que chez nous, on est à 4500 pieds hectares. Ça fait un peu quelques prénoms. Ça fait beaucoup de prénoms. Mais bon. Ça devient lassant à la longue. Bonjour, mais c'est vrai que bonjour, oui, chaque parcelle a vécu un historique. Et puis, quand on arrive là, on respecte un petit peu ce qui a été fait. Puis se dire que des fois, les anciens ils se sont trompés sur certains choix. Dire, ils sont trompés en implantant tel ou tel cépage dans ces quartiers-là. On va faire attention, nous, de ne pas reproduire l'erreur. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce qu'on va faire va être mieux, forcément. Mais voilà, c'est la nature. On travaille avec. Alors, allez, on va reprendre le truc depuis le début. Donc, on plante les pieds de vigne. Les greffés, oui. Les greffés, voilà. Donc, on attend 4 ans. Oui, la première récolte en appellation, 4 ans. Donc, j'imagine qu'il y a un roulement. On plante et... je veux dire, on en plante des nouveaux, il y a les anciens qui sont toujours là, voilà, puis on après, enlève les anciens une fois que les nouveaux sont prêts. Voilà, c'est une logique d'exploitation. Moi, dans ce qui est mon cas, j'ai 22 hectares en surface. Aujourd'hui, il y a 2 hectares qui sont ou qui vont être arrachés, là, ils attendent juste les beaux jours. Il y a 3 hectares qui vont être plantés cette année. Et puis le reste est en production, mais avec des vignes de 3 ans, 4 ans, 10 ans, et la plus ancienne doit avoir aujourd'hui, que je ne dise pas de bêtises, une 60aine d'années. Et ça produit toujours pareil? Alors, avec l'âge, ça produit un petit peu moins, mais c'est à chaque fois meilleur. C'est comme les humains. Pareil, on n'a rien inventé. Non, voilà, après, la vigne la plus vieille que j'ai arrachée devait avoir à peu près 110 ans. Ça fait pas mal au cœur. Si, mais à un moment donné, la raison l'emporte. Mais je me suis, on va dire, retenu 6 ou 7 ans de l'arracher. Ah oui. Mais bon, quand vous êtes à 20% de production, il y a le facteur économique qui entre en ligne de compte. Ouais, on n'est pas que des philosophes, quoi. Non, ce serait bien, mais voilà. Oui, on aimerait des fois. Des fois. C'est clair. Alors, donc, voilà, on plante, on attend la récolte. Bon, il y a une façon aussi, j'imagine, d'entretenir. C'est un passage de chaque jour. Tu vas dans tes vignes. Comment ça se passe? Non, c'est régulier. Alors, le début. Alors, le cycle végétatif de la vigne. Allez, on va dire, on part de après la récolte, puisqu'on va commencer après la récolte, donc au mois d'octobre. Souvent, les vignes vont pouvoir être labourées ou pas, ça dépend des choix. Les amendements, donc l'apport d'engrais, peut avoir lieu aussi à cette période-là. Et puis, après, mi-novembre, quand les feuilles sont tombées, débute la période de la taille. C'est la période la plus longue. C'est le travail, je dirais aujourd'hui, le plus long et le plus pénible, entre guillemets, puisque c'est chaque sarment va être coupé avec le sécateur. Donc aujourd'hui, à la main, donc je veux dire. Aujourd'hui, on a de la chance. Enfin, depuis 25 voire 30 ans, on a des sécateurs à assistance électrique. Ah bon? Ouais, donc aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est facile parce que on est courbé toute la journée, on est à l'extérieur, il fait chaud, il fait froid, il fait du vent, il neige des fois. Mais dans l'ensemble, l'assistance électrique a quand même bien simplifié la vie. Heureusement. Voilà. Donc, et puis après, les beaux jours arrivant, on va avoir du travail du sol aussi, à nouveau. Ceux qui n'ont pas pu mettre les amendements à l'automne vont les mettre au printemps. Alors, attends, parce que les gens qui entendent les amendements... L'engrais, on va dire, pour simplifier, les apports d'engrais. Alors, voilà, uniquement organique, donc d'origine naturelle en bio, et en conventionnel, on peut avoir des organiques et des minéraux, donc là, qui sont d'origine un peu plus chimique. Voilà, donc après ça dépend beaucoup des choix de chaque vigneron en fonction de son sol, de ses rendements, de ce qu'il veut corriger ou pas, s'il y a des carences sur le vignoble. Donc voilà, on a plein d'outils à notre disposition, des analyses de sol, des analyses de pétiole, des analyses de feuilles,
si on veut vraiment... C'est vous qui faites des prélèvements et vous envoyez ou vous faites les analyses vous-même? Non, ça on fait faire. C'est un truc bien spécifique en fait. On a plein de qualités, mais on n'a pas celle-là. Voilà. On ne peut pas tout faire. Hein, non, il faut laisser faire ça. Chacun son métier. Quoi. Exactement. Et puis après, la vigne commence à pousser, on va dire, mi-avril, fin avril, selon les périodes. Et donc, les premiers traitements vont arriver pour la protéger donc, des maladies. De début mai au 15 mai, souvent les premiers positionnements de traitement, en fonction si on est en bio, pas en bio aussi, tout ça. Et puis après, tous les traitements vont être déterminés en fonction des matières actives que l'on va choisir et de la climatologie. Voilà, un petit peu, on va gérer ça. Moi, chez moi, quand je ne suis pas malade, je ne prends pas de médicaments. Quand ils annoncent une mauvaise période, je m'habille un petit peu, quoi. Je me prévois ça. Comme je prévois de m'habiller, je vais prévoir un traitement préventif de protection de la vigne. En sachant qu'aujourd'hui, moi, je traite souvent à 20% de la dose homologuée. Donc, ah oui. Ouais, parce que j'ai un appareil de traitement qui me permet de faire des passages assez ciblés. Et donc, de bien appliquer, ça permet de réduire fortement les doses. Donc, du coup, ça évite une pollution aussi. Oui. Quoi qu'il arrive, même si on a des produits qu'on essaie d'être le plus propre possible, si on en met moins, c'est pas grave. Tu as déjà eu, j'imagine, peut-être quand même... des vignes qui ont été abîmées justement par... on a eu 2018 justement, l'année pluvieuse par excellence, où même les anciens n'ont jamais vu ça. On a pris, nous, sur notre bassin, à peu près 200 mm d'eau entre le 10 mai et le 14 juin, dans ces eaux-là, sur ces 5-6 semaines-là. Un petit mois, là où d'habitude on a 40 mm. Il pleuvait tous les 4-5 jours. Donc on était sous une période très humide et nos deux maladies principales étant des champignons, humidité, champignons, pas besoin de t'expliquer. Ça va de pair, hein. Et donc là, ça a été très très compliqué puisque il a fallu être très actif. Et on a eu des variations de production, de perte sur tout le bassin rhodanien de 80%, voire 100% chez certaines, à certaines qui ont mieux réussi à que 10%, mais donc c'était très aléatoire. Dans mon cas, moins de 30%, quoi. Ah oui. Et donc ça se propage très vite alors j'imagine ce champignon. C'est vraiment en fonction des conditions climatiques. Ouais. Et là, vu qu'il pleuvait ou qu'on était en zone très humide avec des fortes rosées, ce qui est vraiment pas trop le cas chez nous, tous les 3-4 jours, le peu de produits qu'on pouvait appliquer était facilement lessivé. Et donc forcément, il fallait reconduire l'opération. Qui dit reconduire l'opération, dit du temps. Et donc le temps, s'il fait trop de vent, on ne peut pas sulfater, puisque donc, le produit n'est pas bien appliqué. S'il pleut, on ne peut pas parce qu'il est lessivé immédiatement. Donc les fenêtres de tir étaient assez restreintes. Et en fonction, c'était une année qu'on ne souhaite pas revoir. Personne. Non, j'imagine. Quoique ceci dit, l'année dernière, avec cette canicule, c'était pas génial non plus. Bon, là, il n'y a pas de champignons, j'imagine. Ah non, là, par contre, économie de traitement, ce qui était très bien. Ouais. Mais le raisin, les vignes souffrent quand même. Oui, parce qu'elle a soif. Même si on est, nous, dans le sud, où on a beau dire, la vigne est habituée. Quand l'an dernier, on n'a pas eu de pluie du 15 juin à peu près jusqu'au 13 septembre, on n'a pas eu une goutte d'eau, ou alors vraiment une goutte, mais qui était pas assez, quoi, évaporée, à peine posée. Ouais, voilà. La vigne, elle a beau avoir bon caractère, elle est comme tout. Ça coince, quoi, oui. Ça coince. Voilà. Mais 2019, on avait vraiment peur d'avoir une récolte qualitativement moyenne, parce que la sécheresse, en plus d'impacter le poids, va impacter la maturité du raisin. Et puis on a eu quand même des bonnes surprises où la vigne a vraiment bon caractère, la maturité était quand même bien atteinte et on avait des bons équilibres. Quand on parle de bon équilibre, c'est qu'on avait des bons taux de sucre et des bons taux d'acidité, ce qui n'est pas toujours le cas les années de canicule. Donc 2019 restera, on va dire, on retiendra ça pour un peu la perte de poids, mais par contre qualitativement on est sur un très beau produit. Voilà, on peut pas tout avoir. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Comme ça. Bon, on en est arrivé, le raisin est prêt enfin à être vendangé. Hein. Donc là, on récolte une semaine alors, c'est ça? Alors chez nous, on va dire, vu qu'on a plusieurs cépages, avec des degrés de maturité différentes, des terroirs aussi différents, on a des terroirs plus ou moins précoces, d'autres plus ou moins tardifs.
En fonction du cépage qu'on a mis dessus, on va faire jouer un peu les dates de récolte. Donc on va dire que fin août, ça s'anime sévèrement dans le vignoble. Les caves se préparent, se mettent en ordre de bataille. Et puis on va passer dans le vignoble et on va faire des échantillonnages. C'est-à-dire? On va prélever, la tactique c'est 200-250 grains, prélevés de manière aléatoire, mais respectant un petit peu tous les types de raisins qu'on a sur la parcelle, pour avoir une belle représentativité de l'échantillon. Et donc, on va mener ça à l'analyse. Ils vont nous sortir tous les paramètres. Et en fonction de tous ces paramètres, on va nous déterminer la date de récolte en fonction de la vinification que l'on veut attribuer à ces parcelles-là, quoi. D'accord. C'est peut-être aussi un avantage de pouvoir avoir justement des parcelles, parce que voilà, vous ne pouvez pas tout faire en une seule fois, quoi. C'est l'avantage C'est l'avantage chez nous. J'en discutais avec mes collègues, souvent bourguignons. Eux, ils ont 10 jours. En 10 jours, il faut qu'ils rentrent tout. Puisque un seul cépage blanc, un seul cépage rouge. Ouais, donc le degré de maturité, il oscille. Mais même pour tout le monde, enfin pour toutes les parcelles, quoi, je veux dire. À part l'implantation des parcelles, une qui va être un peu plus haut, une peu plus froide, une peu plus chaude. Nous, en plus de l'implantation, on a aussi les spécificités du cépage, plus ou moins précoce, plus ou moins tardif. Donc c'est vrai que ça nous laisse une fenêtre de récolte souvent entre de 3 semaines. Nous, par exemple, sur nous, le village, c'est 3 semaines, un petit mois de... Ceci dit, c'est quand même... C'est du corset, quoi. Hein, c'est des belles journées. C'est des belles journées. Ouais. Bon, ça va, il fait beau chez vous, hein, donc je suppose quand même que les journées peuvent être bien longues. Ouais, mais il fait beau. C'est 3 semaines, Eric, ça va. Oui, non, mais moi je regrette pas parce que ça a un avantage, c'est que c'est la seule période de l'année où on rentre dans la cave et où on a des saveurs, des arômes qu'on a vraiment que cette période-là, la période fermentaire, et ça c'est magique. Ah ben justement, raconte-nous un peu comment ça se passe. Donc voilà, on a fait la récolte, on a fait les vendanges, le raisin est là. Le raisin arrive à la cave. Le raisin arrive à la cave. Donc, voilà, ce sont des grains de raisin. Voilà, dans mon cas, c'est grain ou grappe. Grappe. On va dire le traitement va être le même derrière. Alors, il y a plein de petits choix techniques, mais je vais aller au plus court. Non, mais vas-y, détaille, mais vulgarise pour qu'on comprenne. Voilà, non. On va dire process, parce que c'est un terme qui est un peu à la mode, le process du vin blanc. Le vin blanc, donc, est fait à base uniquement de raisins blancs qui vont être pressés, arrivés en cave. Donc, le raisin est éraflé ou pas. Donc, on lève la rafle, là, ceux qui ne l'ont pas. Moi, j'en ai point puisque c'est vendangé en machine. C'est quoi la rafle, hein? La rafle, c'est ce qui porte les grains. D'accord, voilà, moi je sais. Voilà, parce que exactement. Moi, je ne sais pas, il y a d'autres qui ne savent pas non plus. Voilà, donc on dit éraflé ou égrappé, les deux termes sont valables. On va mettre ces raisins dans le pressoir, on va pressurer, et le jus qui est obtenu va fermenter. Donc on est sur une fermentation dite en phase liquide, puisque c'est uniquement le jus qui va fermenter dans des cuves. D'accord. Et pour le raisin blanc, donc on est sur des profils plutôt aromatiques. On va contrôler la température en refroidissant, en maintenant une température de fermentation souvent entre 15 et 18 degrés pour les blancs. Pour le rosé... Et ça reste combien de temps? Alors le temps de fermentation dépend de l'activité des levures qui vont dégrader le sucre et transformer ce sucre en alcool. Donc à basse température, enfin entre 15 et 18 degrés, l'activité elle est moindre, mais on va dire entre 15 jours et 3 semaines selon l'activité de levure. Okay. On pourra dire qu'on est... donc le jus qui rentre, on appelle ça le mou, et on parle de vin à partir du moment où il y a de l'alcool, quoi. D'accord, donc après 3 semaines. Voilà, à peu près. Quand tout le sucre est dégradé, on est là sur du vin, quoi. D'accord. Donc après, ce vin peut être élevé en cuve ou en barrique. Il peut être aussi vinifié en cuve ou en barrique. Mais ça dépend du profil. Élevé ou vinifié, c'est quoi la différence? Alors, vinifié, c'est le moment de la fermentation. Justement, la vinification, c'est tout le process de fermentation. D'accord. Et l'élevage, c'est à partir du moment où on est sur le vin donc qui a fini de fermenter, le jus qui a fini, on est sur le vin, et là on va procéder à l'élevage, donc c'est la conservation du vin jusqu'à sa mise en bouteille, et cet élevage, il va apporter aussi sa petite touche, et on va pouvoir le moduler, qui est en cuve béton, en cuve inox, en barrique de chêne, et toutes ces techniques vont apporter des spécificités, un goût, une saveur, et voilà, en fonction de ce que l'on veut obtenir, chacun utilisera le protocole qui lui plaît, quoi. Et toi, tu préfères quoi?
Alors moi j'adore les vins blancs de Bourgogne. Et la Bourgogne, c'est vinifié et élevé en barrique. Donc chez moi, mon vin blanc est vinifié et élevé 100% en barrique. D'accord. Et comme j'aime bien un petit peu me démarquer, moi, c'est que du chêne américain. Donc le tonnelier est français, je rassure tout le monde, mais le chêne vient d'Oregon et un peu de Pourquoi avoir Pennsylvanie. choisi celui-là? Parce que Parce qu'il donne une une saveur saveur bien différente. particulière, différente du chêne français. Parce que j'ai de la famille en Espagne, et en Espagne, il y a pas mal de vins qui sont boisés avec ces vins-là, ces barriques-là. J'aimais bien le goût, je l'ai essayé chez moi, ça m'a plu, j'ai validé, tout D'accord. simplement. Ouais, bah oui, ce sont Mais, des tests à faire. Ouais, Évidemment, oui, on essaie une année effectivement. avec une barrique, on se dit, bon, allez, on investit, on achète une barrique et puis on verra bien. Ça coûte Et- combien une barrique comme ça? Ça peut reprendre combien de kilos ou de litres, Alors, hein, je sais pas. une barrique, c'est 225 litres, ou 228 si on est à Bordeaux. Alors, entre Bordeaux et Bourgogne, c'est 225 ou 228. Donc, c'est 300 bouteilles. 300 bouteilles, Voilà, d'accord. une barrique, c'est 300 bouteilles. Après, on a d'autres contenants. On a des demi-humides de 400, 500. Après, voilà, on monte dans la grosseur des tonneaux. Par exemple, une barrique, c'est 300 bouteilles. Et D'accord, chez moi, je les garde 4 ans en moyenne. d'accord. Et si par exemple, justement, une barrique que tu achètes ne te plaît pas, Ben, j'en l'année ai eu, suivante, tu dois je- réinvestir dans une autre ou Ouais, tu... ouais, si elle n'a pas le rendu. Je me suis amusé une fois, après discussion avec mon œnologue, à acheter une barrique d'acacia, parce que j'avais lu ça, que c'était intéressant, ça donnait un autre profil. Et j'en parle à mon œnologue qui me dit, ouais, tu sais, ouais, ça peut faire, mais c'est pas génial chez nous. Je dis, bon, d'accord, donc dans ce cas, je veux essayer, parce que j'aime bien, je suis un peu Voilà. comme Saint Thomas. J'ai essayé, la première année c'était super bien, ça avait bien réagi, on avait des jolis arômes de fleurs blanches, d'acacia, donc c'était très bien. Et Et la ça se deuxième année, dégrade. la deuxième année c'était zéro, pas bon. Donc elle est partie en pot de fleurs, quoi, la barrique. Et oui, mais alors ça veut dire que ce vin, ça fait quand même 300 bouteilles que tu... Ce vin-là a été noyé dans un gros volume, a été, on va dire, dissous dans une grosse cuve, mais voilà, ça n'a pas apporté la touche que je souhaitais. D'accord. Comme Mais c'est pas j'avais du eu vin l'année perdu précédente. quand même. Ah non, il n'est pas perdu, mais Ça va. la première année, cette barrique m'avait apporté toutes les qualités que je recherchais. Mhm. Puis la deuxième année, on va dire, elle était rincée, elle était cuite. Donc voilà, 400 €, on prend les mêmes et on recommence. Ben oui, c'est ça quoi. Et Mais c'est ça vrai fait que tu ne partie sais du jeu, jamais. hein. Oui, voilà. Voilà, Tu sais jamais où ça peut mener. Quoi. non, j'en ai sur le parc, pour le blanc, j'en ai une qui doit avoir 6 ans et une 5 ans. Après, en moyenne, c'est 3-4 ans, voilà. Mais parce qu'elles répondent toujours bien, elles m'apportent encore un petit peu de ce que je recherche. Puis ça Oui. fait une moyenne entre barrique de bois neuf et barrique un peu plus ancienne. Ça fait une moyenne, quoi. Et donc, ça veut dire que, en fait, année après année, comme elle s'imprègne, j'imagine, de ce jus de raisin, donc le goût automatiquement va évoluer, va changer, va... Comme nous, hein, on évolue, Ah ouais on vieillit pas, on mûrit. C'est pareil. On se bonifie. Exactement, le vin, c'est pareil. Donc les barriques vont aussi évoluer. Parce qu'elle s'imprègne, Ouais, j'imagine. elles s'imprègnent chaque année. Donc au plus ça va, au moins elles vont, le terme c'est relarguer de leur tanin ou de leur saveur. Mais ça peut être intéressant parce que par contre, on va gagner souvent en finesse jusqu'à un certain point où là, quand elles auront vraiment tout donné, où là on va partir sur plutôt de l'amertume, côté asséchant. Et à ce moment-là, d'accord. il sera temps De songer à changer. voilà, de commencer à lui présenter des géraniums et d'en faire des pots de fleurs. Et le recyclage, hein. Exactement. Voilà. Non, voilà, après, que ça soit en pot de fleurs ou en bar, beaucoup de gens font Oui, des tout à assez fait. ingénieux, font des bars qui sont très jolis Ou des d'ailleurs. manches debout. Hein, aussi. Exactement. Et voilà, donc il y a toujours. Et puis, Ils ont une seconde vie. Quand voilà, même. dernier carat. Là, je suis en train de brûler dans ma cheminée des tonneaux de 2000 litres qui avaient 40 ans et que je n'utilisais plus depuis 10 ans. Et puis voilà. Voilà, il faut bien effectivement c'est une qu'à fin un de moment vie, quoi. donné, voilà, c'est ça. Mais bon, leurs cendres retournent après dans les vignes. Je les pends dans les vignes. Donc, ouais, voilà. Ah ben voilà, On retourne. c'est exactement, c'est une chaîne sans fin, quoi, Exactement. finalement. C'est un cycle. Finalement. Exactement. Donc on en était pour le blanc. Hein, Le blanc. voilà. Alors le rosé, composé que de raisins rouges. Que de raisin rouge. Oui, alors on a le droit à 20% de raisins blancs. Mais voilà, Oui. c'est la base. Et on ne peut pas mélanger les vins. On ne peut pas faire du rosé en France en mélangeant du blanc, du vin blanc et du vin rouge. Les seuls qui ont le droit, c'est la Champagne. Toutes les autres régions, donc on peut mélanger des raisins. Ouais. Donc il faut être sûr de son coup au moment du pressurage, mais pas les vins
après. Donc, on va Et faire pareil. ouais. On peut faire pareil. Alors, c'est comme le blanc. Alors, sauf que là, il y a 2 techniques. C'est pressurage direct. Donc, pareil, le raisin arrive. On met dans le pressoir. On Mais les presse. deux ensemble alors ou Oui. rouge Ah séparé ouais, non. Ben, après, au choix, hein, au choix ouais. de chacun. Ce qui est important, c'est de faire la fermentation en même temps, quoi. Que les jus soient mélangés après. Soit, il y a une autre technique. C'est rentrer des raisins rouges dans une cuve. On appelle ça le rosé de saignée. Et une fois que la cuve est pleine et que le jus s'est teinté suffisamment au contact des pellicules, Ah ouais. et que donc la couleur souhaitée est là. Et donc la couleur, c'est subjectif. Hein. C'est le vigneron qui dit là j'y suis, je la prends. On va faire une saignée, c'est-à-dire qu'on va prélever une partie jusqu'à 20-25% du volume du jus. Et ce jus va fermenter après, comme pour le blanc en phase liquide. Uniquement le jus. Pareil, avec un contrôle des températures, puisqu'on est sur des vins que l'on veut souvent aromatiques et friands. Donc la température et quelquefois certains choix de levure vont nous permettre d'obtenir ces types de vins-là. D'accord. Voilà, donc là, il y a deux techniques, pressurage direct ou saignée. Tu fais les deux Moi, c'est un mix des deux. Hein. Ouais. Moi, c'est un mix des deux. Alors, je m'embête parce que j'en fais pas beaucoup, mais du coup, je fais un petit pressoir et puis je fais une petite saignée sur ma cuve de Séguré. Mais bon, voilà, ça occupe. Bien sûr. Parce qu'on n'a pourquoi presque pas. plus rien à faire. Et puis après, donc, le raisin rouge, là, on encuve donc des raisins rouges qui vont fermenter, eux, en phase solide, donc avec leur marc, avec leur pulpe, donc la rafle quelquefois. Et donc là, la coloration va s'obtenir par la macération entre le jus et justement la matière solide. Donc D'accord. après, on a plein de techniques pour justement faire que cette macération soit optimisée. Donc on va ou faire du pigeage, ce qui est beaucoup utilisé en Bourgogne. Alors c'est quoi? Le pigeage, dans les images d'Épinal, c'est les gens en short, pieds nus, et qui vont enfoncer le raisin dans le jus. Voilà, Oh, c'est plus fait avec les pieds voilà. maintenant. Non, il y a un moment quand même, parce que là, il y a dans les très grosses culs, il faudrait des gros pieds, quoi. Hein. Bah, Faudrait ouais, plusieurs personnes, c'est malin. Ouais, là, il faudrait tout le quartier, quoi. Ouais, Non, ça. mais voilà. Donc ça, c'est la technique du pigeage, c'est-à-dire que quand le vin rouge fermente, le chapeau de marc, enfin la phase, le liquide est en bas et la partie solide est au-dessus. Donc pour que tout ça se mélange, il faut que les deux parties rentrent en contact. Donc soit on immerge le chapeau dans le jus, donc c'est le pigeage, soit on va faire remonter ce jus par-dessus le chapeau de marc, donc ça s'appelle le remontage. Ouais, après, il y a d'autres techniques d'élestage, etc., mais qui sont sur le même principe, où là, c'est le jus qui va traverser le chapeau de marc par le dessus. Et donc, au passage, on va avoir un jus qui va se charger d'anthocyanes, donc de couleurs, d'arômes, de tanins, et ce qui fait qu'on va avoir des vins derrière plus ou moins charpentés, plus ou moins fruités. Et là aussi, on va piloter ça avec les températures. Schématiquement, au plus on va fermenter sur des températures entre 18 et 22 degrés, 23 degrés, on va être sur des vins plutôt fruités, mais un peu moins corsés. Et sur des températures aux alentours de 28, 30, 31 degrés, on va être sur des vins un peu plus corsés. La chaleur va nous permettre d'extraire. En sachant qu'au-deçà de 36 degrés de température, les levures meurent. Et ça serait... Et donc, on se retrouverait, si on ne contrôlait pas la température, avec des fermentations qui s'arrêteraient, faute de combattants, quoi. Donc là, c'est le début des problèmes. Et là, ça fait quoi? Là, du coup, le vin est un produit fragile, puisqu'il faut savoir que la finalité, le vin, c'est le vinaigre derrière. Donc, on a un vin qui va être fragile. Et si on a une bactérie, la bactérie lactique qui passe dans le coin, on risque d'avoir des piqûres lactiques notamment et des dégradations. Il y en a d'autres de dégradations, mais celle-là, c'est la plus problématique. Des dégradations du vin, là. Et donc, après, on va se retrouver avec un vin qui ne sera pas loyal et marchand, puisqu'il ne correspondra plus aux critères de production, au cahier des charges. Exactement. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ça m'est arrivé une fois. Et là... c'est distillerie. Ah ouais. Et là, il n'y a pas de plan B, là. Il n'y a pas de fait. Et là, c'est, entre guillemets, uniquement la faute des vignerons? Alors moi, ça m'est arrivé une année sur une vendange qui était un peu altérée, donc par une maladie, donc raisin fragilisé. D'accord. Mais oui, après, je n'avais pas les équipements, on va dire, adéquats à l'époque. Et puis, je pensais que ça allait passer, puis c'est pas passé. Voilà, c'était... T'as testé, t'as tenté en tout cas. Oui, parce que de toute façon, je dirais perdu pour perdu. Mais ça met un gros bazar dans la cave, parce que du coup, il faut garder cette cuve isolée. Il faut les mêmes tuyaux, la même pompe sur cette cuve-là, sinon on va pouvoir transmettre
Aujourd'hui, quand on Oui, parle ça de se transmet aussi, Ah comme ben, le coronavirus, ben dont voilà, on parle malheureusement, beaucoup. les bactéries ou les passe, levures ouais. sont aussi collées à toutes les parois et on peut transmettre comme ça. Donc il faut tout désinfecter derrière. Enfin, c'est un bazar. Un sacré boulot, quoi. Ouais, puis Ouais. bon, ça me passerait, mais bon, voilà. Celui qui n'a jamais eu de problème et qui a fait 50 ans du vin sans être jamais embêté, J'y crois ben, pas trop non plus. Hein. Moi je l'applaudis parce que il a du talent que j'ai pas, quoi. Oh, il cache aussi. Hein. Oui, après, non, moi je dis, on s'est tous ratés Bien sûr. parce qu'on travaille avec un produit naturel et que c'est la vie, quoi. Uh-huh. Alors, tu l'as dit hein, durant cette interview, donc il y a la vigne qui est là, mais il y a le travail du vigneron aussi. Donc, c'est lui aussi qui va faire en sorte que le vin va avoir une certaine prestance. Ben oui, comme tout, hein. Donc le vigneron va vraiment appliquer sa patte, puisque vous donnez la même parcelle avec le même cépage à 2 vignerons différents et on pourra faire des... Ça va être différent. Enfin, Voilà, le résultat sera... le gros du vin se ressemblera, mais les petites spécificités de chaque vigneron va se ressentir, puisqu'on a chacun notre feeling, on a chacun nos envies, et puis voilà. Donc, Mais vous faites comment pour travailler ce vin? ben c'est tout ce qui est le travail déjà en amont, donc le choix des cuves, cépages. hein, les cépages, les D'abord les cuves. cépages, après les sélections parcellaires. Donc Ouais. je mettrai bien cette parcelle avec celle-là. Je vais les ramasser à telle période plutôt qu'à une autre. Après, il y a des milliers de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres, mais qui pour nous paraissent évidents. Puisque, parce que vous êtes dedans. Voilà, pour nous, voilà, c'est tellement logique. Et puis après, la façon de les travailler, donc avec toutes les techniques qu'on a en vinification, les techniques d'élevage, voilà, je dirais que c'est comme une recette de cuisine, quoi. Elle est multiple. On a les mêmes ingrédients et puis chacun la tourne à sa façon. Manière. Voilà. Et ce qui fait le charme du vin, c'est que du coup, on a des produits qui ont une personnalité et on peut trouver, aujourd'hui j'ai envie de boire un vin un peu comme ci, un peu comme ça. Je vais trouver chez Eric. Demain, je veux un autre, je vais trouver chez mon voisin, chez Damien, chez Loïc, chez Victor, voilà, ainsi de suite. Ouais. Et c'est ce qui est plaisant, quoi. Mais c'est aussi chaque année différent pour vous, enfin, je veux dire, le vin. Ouais. Ouais. Ah ben, oui, le millésime, donc l'effet du climat a aussi toute son importance. Nous, on n'est pas sur des produits, alors on va dire type Coca-Cola, quoi. Non. Ça, voilà, c'est pas un peu de produit A avec du produit B, et puis voilà. Donc on compose. C'est chaque année pas une surprise, mais presque, quoi. Tant que c'est pas fini, des fois on peut avoir des idées, on se dit ça devrait être comme ça. Et puis des fois on a des surprises plus heureuses que d'autres, mais après avec l'expérience, on arrive quand même à anticiper un maximum les choses et essayer de tirer. Ce qu'il faut, c'est tirer la quintessence du produit en fonction de ce que l'on veut faire. Et des fois, des fois, on se dit si j'avais su, si j'avais fait ça, j'aurais pu. Mais c'est trop tard. On ne sait pas rattraper ça, évidemment. Non, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas là un truc. Bon, hop, reset, on repart à zéro. Hein. Non. Là, on est sur un produit vivant. Donc quand c'est fait, c'est fait. Après, on assume. On a quelques techniques pour corriger par-ci par-là, mais vraiment très peu. Et puis voilà, quoi. Donc c'est après, je sais plus si c'est pas après l'élevage que vous pouvez commencer à tester. Bon voilà, hein, on voit les reportages à la télé, etc. Ce vigneron qui va goûter un peu comme ça son vin. Une fois que le vin est fini, voilà. Déjà même en vinification, on déguste tous les jours. Donc pour voir aussi. C'est quand même un chouette métier, ça. Non, mais on recrache. Enfin, des fois, on recrache. Non, si, on recrache presque toujours. Mais voilà, on va voir l'évolution. Et il y a des moments où on se dit, bon, là aujourd'hui, on peut décuver. Donc, décuver, ça veut dire sortir le vin fini. Et ça peut prendre, que je te coupe, hein, mais ça peut prendre combien de temps, alors? Une fermentation, ça peut durer de 3 jours, 4 jours, si on est à un truc très express pour faire des petits vins de pays sympas sur le fruit. À des cuvaisons, moi la plus longue cuvaison, 58 jours. Ah ouais, c'est quand même presque 2 mois, quoi. Voilà, donc et ça m'est arrivé qu'une fois. Et pourquoi enfin, je veux dire, parce que cette année, c'était en 2011, le millésime s'y prêtait. Plus il reste et plus il apporte, Alors, je dirais schématiquement. Du caractère ? Théoriquement, oui. Mais il y a des millésimes, on va dire, chez nous, le terme, c'est qu'ils lâchent.
plus ou moins vite. Quand je dis lâcher, c'est voilà, on va avoir une extraction des arômes, de la couleur et des saveurs qui peuvent être plus ou moins rapides. Donc peut-être qu'au bout de 3 semaines, entre guillemets, tout ce qui avait à être prélevé au sein de la matière solide est extraite. Extraire plus, on n'a peut-être pas des fois forcément intérêt en fonction des vins qu'on veut produire. Donc bon, on s'est dit voilà, on a tiré tout ce qu'on pouvait en tirer, le meilleur est là, on décuve. Donc on tire le liquide qui est appelé vin de goutte. La partie solide part au pressoir puisqu'on va récupérer encore 20% de jus, 20-25% du jus qui est compris dans la partie solide. Ça c'est le vin de presse. Ah oui. Et après chez moi, les vins de presse et les vins de goutte sont réassemblés une fois clarifiés. Mais voilà, certains les séparent, d'autres non. Et donc après, on va rentrer dans les lois. Les vins de presse sont généralement plus chargés, un peu plus capiteux, mais des fois un peu moins aromatiques. Donc voilà, après, en fonction, toujours pareil, des cuvées qu'on veut élaborer, on peut se dire, peut-être qu'une cuvée qu'on veut élever longtemps ou en fût de chêne, où on a besoin de vins un peu, des vins de base un peu structurés, un vin de presse peut très bien s'y prêter. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu me dis, parce que j'essaie de remettre les trucs, on peut prendre 2 cépages différents pour le vin de levage forcément, oui. Oui, alors, je ne sais pas, moi, je sais ce serait le même. Moi, j'ai des collègues qui vinifient cépage par cépage. Donc, ils font tous les syrahs. On va parler du rouge, qui représente 80% du vin chez nous. On va faire les syrahs d'abord, puis les grenaches, puis par exemple les mourvèdres. Donc là, on est dans une chronologie de maturité logique. Moi, je raisonne plus en termes de terroir, c'est-à-dire que je vais faire une cuvée, par exemple, d'un terroir précoce où j'ai des grenaches et j'ai des syrahs. Je les vinifie plutôt comme ça, parce que c'est ma philosophie. Là, il n'y a pas de vérité vraie, quelque part. On a tous raison, on a tous tort. Ce qui est important, c'est le résultat final. Oui, mais donc, voilà. Ça, oui, je sais que tu peux mélanger les cépages, mais je veux dire au niveau donc tu dis qu'il y a le vin de goutte. Le vin de goutte et l'autre. Donc tu peux mélanger un cépage vin de goutte avec un autre. Exactement. Du moment qu'on reste dans le cahier des charges, que ce soit un vin de goutte de Syrah qu'on mélange avec un vin de presse de Grenache, ça pose pas de souci. Si les deux souvent on va les déguster individuellement et puis après on va faire des essais à l'éprouvette en disant tiens, et celui-là si j'en mets 30%, oui, ça fait quoi ? Ça, il faut savoir doser. Ça, c'est ce qui est beau, quoi. C'est ce qui est un peu plus impact dans notre région, c'est que nous du coup on a un peu plus ça à gérer aussi, c'est l'assemblage derrière. Ça, c'est vous qui le faites, donc, voilà. Alors moi j'aime bien l'œnologue chez moi, je le salue d'ailleurs Nicolas. C'est vraiment un œil extérieur. Moi, pendant les vendanges, je lui dis écoute, tu passes, c'est bien. La cave est ouverte, tu rentres, il y a un verre, tu dégustes ce que tu veux. Mon cahier où j'annote toutes les pratiques, il est là. Mais moi, je suis sur la machine vendanger ou je suis dans le vignoble, me cherche pas, quoi. Par contre, c'est bien, et je le dis vraiment, c'est comme ça. Ouais. Par contre, quand ça fait 1 mois qu'on est le nez dans le guidon, on a aussi un petit peu besoin d'avoir un œil extérieur qui va nous taper sur l'épaule, nous dire bon écoute, là je pense que c'est bon, on y est là, sur ce que tu veux obtenir, on y est, et nous d'être tous les jours dessus, peut-être que on passe à côté. Ouais, on voit pas autant bien l'évolution. Ouais. Lui il passe tous les 2 ou 3 jours, et lui il va voir, il dire voilà. Là, on était bien, on a gagné ce qu'on voulait gagner, ou attention, on est en train de dépasser l'objectif qu'on voulait en termes de saveur. Est-ce qu'on a intérêt ? Alors après, le décisionnaire, c'est moi. Oui, moi, moi, chez moi, c'est comme ça, parce que moi, c'est un appui technique, mais voilà, c'est moi qui commercialise mon vin, et je veux qu'il ait, ma patte, mes tripes quelque part. Donc voilà. Après, il est d'un très bon conseil technique, donc c'est souvent de concert qu'on fait les choses, et voilà, souvent il va valider ce que je vais peut-être pas valider moi 100%, mais voilà, ça va être ma petite conscience qui va me dire on y est, allez, n'aie pas de crainte, à un moment donné, de toute façon il faut y aller, quoi. Voilà, à un moment donné il faut le faire. Et après pareil au niveau de l'élevage, donc quand les vins, moi j'ai 2 de mes vins rouges qui sont élevés en barrique, et d'autres en tonneau un peu plus gros, donc on déguste toutes les barriques tous les 2 mois à peu près, de manière assez régulière pour voir leur évolution. Si une barrique venait à dévier, parce que ça peut arriver, on va l'isoler, on va l'écarter. Et puis sinon, on se dit, après, avant de faire le réassemblage pour la mise en bouteille, on se dit on va faire un test à l'éprouvette en prenant une valeur de chaque barrique qu'on met dans l'éprouvette,
on regarde si ça nous plaît ou pas. Si c'est bien, ben, on valide comme ça. Si on trouve que c'est un peu moins bien, ben, on reprend nos notes. Et puis on va se dire, ouais, telle barrique là, c'est peut-être celle-là qui nous fait un petit peu chagrin là, sur le loup. Ben, on va l'isoler à ce moment-là, on ne va pas la mettre. Mais j'avoue que depuis quelques années, je suis assez content. J'ai rarement une barrique à enlever et c'est pas plus mal. Donc c'est que ça va s'appelle peut-être aussi l'expérience. Ouais. Bah après, l'expérience et un peu de chance. Alors, Parce que des fois, on a des barriques oui. qui peuvent être. J'ai eu le cas sur mon chêne américain où il y a 3-4 ans, il y avait pénurie de chênes US sur l'Europe. Et j'ai eu 2 barriques. Je les ai sorties au bout de 2 ans parce qu'elles étaient plus qualitatives. Quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà. D'accord. Mais bon, ça c'est le métier. Ce sont les aléas du métier, voilà, comme on dit. certains ne veulent pas de vin élevé en fût. Voilà, si on met un mauvais vin dans une barrique, même si c'est la meilleure barrique du monde, on n'aura pas derrière de la crème. Hein. Un mauvais vin, ce sera un mauvais vin boisé. Il faut des vins qui aient le caractère pour s'adapter à ce que va apporter. C'est une plus-value, le bois. Mais ce n'est pas une plus-value qu'on peut attribuer forcément à toutes les cuvées. Il y a des cuvées qui se dégustent sur le fruit et qui sont géniales. Toi, c'est uniquement barrique ? Non, moi, sur les 4 rouges, j'ai 2 élevages cuves et 2 élevages barriques. Donc, une en barrique chêne US et une en demi-muit, donc des tonneaux de 400 litres là, en chêne français. Et donc là aussi, on a une différence entre la barrique qui fait 225 litres, donc on n'a pas la même surface d'échange, par rapport à un tonneau de 400 litres où on a moins de surface d'échange. Ça joue donc cette surface d'échange ? Bien sûr. Comment ? Il y a plein de choses. C'est vraiment c'est de la physique. Hein. 225 litres au niveau de la surface en contact, c'est beaucoup plus sur un tonneau de 200. Au plus on réduit le contenant, au plus on a de surface de contact. Quoi. Au plus on augmente la cuve, au moins on a de surface de contact. La cuve ou le tonneau. De fait, donc il y a ça. Il y a l'origine du bois. Ma question est un peu idiote. Hein. Non. Alors, il n'y a jamais de question idiote, surtout en viticulture. Merci. Mais et voilà, donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. L'origine du bois, l'âge du bois, la durée d'élevage, plein de choses. Et là, donc, quand c'est en cuve ou en barrique, c'est fini. Enfin, l'assemblage a été fait déjà. Ou tu fais l'assemblage aussi après. Est-ce que tu peux assembler un vin de barrique avec un vin de cuve hein. Bien sûr. Du moins que c'est la même année, oui. Ah oui. Après, c'est chacun. Chez moi, les assemblages sont faits au mois de novembre. Au mois de novembre, parce que le vin, on parle souvent de la fermentation pendant les vendanges, mais il y a une deuxième fermentation qui est la fermentation malolactique. C'est une fermentation bactérienne. Donc, on va dégrader l'acide malique en acide lactique. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, là, on est vraiment sur du vin. Donc, souvent, ça, c'est au mois de novembre. Une fois que tout ça est fait, moi, je fais un soutirage. Donc, on va retirer les plus grosses lies, les bourbes, qui sont quelque part les déchets, entre guillemets, de naissance du ce vin. Et à ce moment-là, moi, je vais faire mes assemblages. Donc, pour que le vin passe l'hiver assemblé, les barriques sont entonnées à cette période-là. Et en principe, je ne reviens plus sur mes choix. Non. Sauf si vraiment, en cours de l'élevage, je juge qu'il y a une barrique qui dévie ou une cuve qui ne part pas. Voilà. Mais je touche du bois jusqu'à maintenant. C'est pareil. Et quand ça dévie, donc tu dis on ne peut pas revenir là-dessus. Non, la déviation, c'est souvent sur des barriques, puisque là, dans le bois, forcément, peuvent se nicher plein de petits micro-organismes qui peuvent pas tous forcément être sympathiques. Mais si on a une barrique qui est bien soignée, bien désinfectée régulièrement, bien lavée, voilà, bon, ça peut arriver, mais c'est pas. Voilà, j'ai dû en écarter peut-être 2 en 20 ans, quoi. Donc c'est pas, voilà, ça arrive, mais c'est pas si on travaille juste normalement, c'est pas monnaie courante. D'accord. Donc au mois de novembre, hop. Ben moi je fais mes assemblages là. Les assemblages. Voilà, j'ai mes habitudes là, et après de là, je vais donc attribuer, ça sera cette cuvée là, ça sera cette cuvée là. Donc on va les suivre. Pour le blanc, le rosé, le vin de pays en rouge, la mise en bouteille aura lieu assez tôt. Elle a eu lieu par exemple cette année le 11 février, parce que forcément, pour avoir du vin pour Chaudfontaine, ça, bah oui. Oui, mais il fallait bien que j'ai quelques... Tu l'as amené alors, là, voilà, si je comprends bien. Il est tout fraîchement moulu, il est là. Tiens. Donc voilà, la mise en bouteille a eu lieu là. Le Séguré aussi, une des sélections en Séguré était mise en bouteille là, parce que j'avais plus de stock. C'est celui-ci ? Non, celui-là, ça c'est 2018. Là, la mise en bouteille, celui-ci a eu lieu le 3 septembre.
Voilà. Il Donc, passe bien. voilà, ça c'est la sélection en fût de chêne justement américain. D'accord. Voilà. Et donc les vins, par contre, élevés en fût de chêne, eux, vont avoir un élevage plus long. Donc ça va être ou avant l'été, enfin on dit l'été, c'est fin juillet ou début septembre en fonction. Voilà, les 2 cuvées en fût de chêne seront élevées jusqu'à cette période-là et mises en bouteille à peu près dans cette période-là. D'accord. La mise en bouteille, ça aussi, c'est encore un boulot. Alors, moi, je préfère prendre un prestataire parce que... C'est trop. Ouais, puis il faut que ça soit maîtrisé parce que c'est quand même dommage d'aller jusqu'au bout du bout et puis de faire peut-être une erreur au dernier moment. Donc, il peut y avoir des erreurs lors de la mise en bouteille. Ah oui, il peut y avoir plein moi, de choses. Non, il peut y avoir plein de choses. Qu'est-ce qui peut se passer il peut y avoir lors de la mise en bouteille. En amont de la mise en bouteille, souvent il y a une filtration finale, ce qu'on appelle la filtration, on va dire, pour vraiment apporter la limpidité, la dernière touche pour rendre le vin beau. Il peut y avoir des soucis là, il peut y avoir après un problème aussi de bouchage des fois. Et aujourd'hui, c'est du matériel qu'il faut soigner, qu'il faut entretenir et tout. Et moi, je fais venir, c'est un ami en plus, qui est un prestataire de qualité. Donc, ce sont des camions qui se déplacent. Tout est embarqué. La station de filtration, la laveuse de bouteilles en amont, la tête de remplissage, le bouchage. Et ensuite, par contre, l'habillage, c'est moi qui le fais. Les étiquettes, les capsules, ça, c'est moi qui les pose chez mon groupe. Parce qu'en fonction des marchés et des clients, on peut avoir divers habillages. Oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. Bah oui, forcément. Oui, parce que par exemple aux États-Unis, il leur faut une contre-étiquette avec tout en anglais bien sûr, et avec en fonction des régions d'importation, ils ont un peu des règles fédérales différentes. Donc voilà, le warning femme enceinte est différent d'un endroit à l'autre. Donc voilà, comme ça, ce qui permet de s'adapter. Enfin, moi, c'est mon fonctionnement à moi, c'est ça. Après, voilà, j'ai quelques gros clients qui, eux, veulent une étiquette à eux. Donc, à ce moment-là, je leur pose leur étiquette à eux. Voilà. Ça permet de rajuster jusqu'au dernier moment. Mmh. Et puis, voilà. Alors, justement, la mise en bouteille, là, le 11 février, ça a donné quoi? Satisfait ou pas? Ouais, très satisfait. Parce que par rapport à cette canicule qui a fait quand même un peu peur aussi Non. Le vin... Alors, moi, je suis en bio, je fais attention à la lune. Je ne dis pas que je fais que attention à la lune, mais j'essaie de regarder les dates fruits. Vous savez qu'il y a des dates fruits, racines, feuilles, et le dernier m'échappe. Et donc, voilà, j'ai un calendrier lunaire et j'essaie de choisir mes dates 2 mois avant, à peu près. Ah oui. Donc voilà, j'aime bien les déterminer sur des jours fruits. On va dire c'est plus propice à la mise en bouteille. Alors après, on y croit pas. Moi, en m'y prenant à l'avance, ça me gêne pas trop que je mette en bouteille un lundi, un mardi ou un mercredi. C'est pas dramatique. Si ça peut apporter un plus, why not? Why not, ouais. Voilà. Et puis, si ça n'a pas d'effet, à la limite, ça ne m'a pas perturbé outre mesure. D'accord. Donc voilà, c'est le seul petit clin d'œil que j'ai à la biodynamie. Où, voilà, je me permets de faire que ça, quoi. Bon, c'est bien. Enfin, en même temps, voilà, c'est pas... un petit peu ton... je me dis, si ça peut faire du bien, là, c'est pas cher. Hein. Genre, il suffit juste de caler la date. Hein. Par contre, tu as déjà essayé une autre date pour voir justement s'il y avait une différence ou pas? Ah oui, il y a des moments. Il y a un moment quand même que je suis le calendrier lunaire et que mon collègue entrepreneur est très disponible, donc parce qu'il a une belle flotte de matériel, ça va. Oui, j'ai dû mettre des jours, puis qui étaient peut-être des jours rouges dans toute ma carrière. Ça a changé quelque chose à la donne? Je m'en suis pas rendu compte voilà, à l'époque. Mais au moins, ça reste quand même un truc, voilà. Autant se fixer sur quelque chose auquel on croit. En même comme temps. on dit, ça mange pas de pain, quoi, de choisir une date. Après, si je suis coincé un jour, si je suis coincé, je suis coincé. Tu vas pas endormir la nuit, quoi. Ah non, on fera ce qu'il y a lieu de faire. Ouais. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil à l'aspect biodynamique où je me dis, bon, si on peut avant, voilà, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas, c'est vrai. Quelle est la partie du travail qui était un petit peu plus dure à supporter? Alors, comme tout bon français, je vais être un bon râleur. L'administratif, madame. Ah ben tiens. Oui, mais c'est comme les artistes. Hein.
on chante, mais on n'est pas bon pour l'administratif. Non, alors après, alors on est vigneron, on n'est pas bon. Enfin voilà, c'est chacun son métier, effectivement. alors pas bon, je dirais pas ça comme ça, parce que sinon on paye Non, des enfin, amendes. pas bon, On y va volontiers ou pas, quoi. Oui, c'est pas. Voilà, on n'a pas le c'est choix, ça, il faut y passer. Non, non, après moi je le fais. Bah, t'as Ça pas le me choix, dérange. comme Voilà. tu dis, hein, voilà. Autant essayer d'en voir les bons côtés. Mhm. Ben, ça oblige à être un peu plus rigoureux. C'est minimum un jour par semaine au bureau, Oui, il faut que ça suive. entre Hein. tout ce que l'on a à gérer. Et puis ça se fait, hein, tous les collègues le font aussi. On le sait, ça fait partie du business, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que des fois, on aimerait que ça soit un peu plus simplifié. Des fois, là, on remplit des dossiers, on se demande si c'est sorti d'un esprit De quelqu'un qui s'y connaît, quoi, d'humain, en fait. d'arriver à pondre des choses comme ça. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix. Ouais, non. On le sait, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça pour tout le monde. Donc ben voilà, on se cale là-dessus. Et puis voilà, on fait ce que l'on a à faire administrativement parlant. Et puis après, on revient avec le sourire dans la cave, on trinque et puis on a oublié. C'est surtout ça. Et le truc qui est vraiment le plus... Waouh. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, on ne peut pas en dissocier. Mais il y a, à chaque période, il y a du bonus et du malus, quoi. C'est vrai que quand on taille l'hiver, quand il fait un Mistral à 100 degrés, que vous êtes en plein vent et qu'il fait 3 ou 4 degrés dehors, ouais, bon, moins, quoi. Et puis après, il y a des fois, on est dans les coteaux, on voit toute la plaine de Vaucluse. Rien que il ça, fait quoi, beau, en fait. Hein. voilà, et là, bah, voilà, on est C'est ébahi. l'univers qui vous appartient, Voilà, presque. donc voilà, pourtant on taille, c'est la même chose. Ah Mais oui, oui. selon les conditions, ça peut être tout bon ou pas. Donc il faut savoir, on s'adapte. Après, moi je sais qu'il y a des périodes que j'aime bien, le printemps, quand la vigne a un petit peu poussé, où là aussi on a la végétation en périphérie qui est là, et on a des saveurs. Moi, quand on va dans les coteaux, notamment de romarin, de thym, et quand on roule dessus avec les pneus du tracteur, ça sent bon. Et, voilà, et ça, on l'a que là. Ouais, ça, c'est le sud, hein, c'est à aussi. cette période de l'année. Ouais. Après, une période que j'adore, moi, c'est les vendanges. Parce que là, c'est à la fois très stressant, mais très stimulant. Bah, c'est le fruit de la récolte. C'est ouais. vraiment un... Voilà. Et puis, j'adore le décuvage. Au moment où il faut sortir donc le marc pour l'envoyer au pressoir, je risque pas de laisser ma place dans la cuve. Non. Parce qu'il y a des saveurs qu'on n'a que là. Il fait chaud, hein, il fait entre 35 et 40 degrés dans la cuve, puisque donc il y a la chaleur, fermentation. Mais alors, moi, c'est un pied total. Il y a des saveurs, voilà, c'est là. Et là, on essaie de deviner un petit peu si on a bien travaillé ou pas, quoi. Voilà, il y a des moments comme ça, les premiers jus, il y en a plein de périodes. Et chacun va en préférer une ou une autre, mais il y en a plein. Ouais. Il y a une fois où éventuellement tu as eu envie de baisser les bras et de dire non, j'abandonne, c'est trop, je vais plus. Alors, ça a dû peut-être, mais j'ai pas souvenir d'avoir vraiment eu de moments à abdiquer, quoi. Des moments où j'ai râlé, ça, il y en a eu, il y en aura encore, parce que c'est normal. Parce que tout le monde râle. Hein. Voilà, parce qu'il y a des jours. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est vrai que moi, j'adore être sur ma machine avant de manger parce que voilà, c'est le fruit du travail. On voit ce qu'on récolte, on ramasse comme on veut. Des fois en fin de saison, quand il fait très froid, le matin à 5h du matin, vous avez beau mettre 2 bonnets sur la tête, il fait froid, quoi. Ah, ça, oui. Et voilà, bon, mais là on se dit bon, vivement que ça s'arrête. Voilà, mais dans l'ensemble, moi j'ai pas souvenir de mettre un jour posé à table et de dire allez, je fais table rase et j'envoie tout en l'air, j'abandonne. Abandonner, c'est pas un truc, non, ça me va pas, ça. Et une journée type, par exemple, vraiment dans la haute saison pour un vigneron. Alors la haute saison, elle commence au 1er janvier, elle finit au 31 décembre pour un vigneron qui a une cave particulière. Ouais. Donc voilà, non, il y a pas de les journées types, elles sont liées au travail au climat, de saison. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cave et l'administratif m'accaparent beaucoup de temps. Je ne vais plus trop dans le vignoble pour la taille. Je le regrette parce que j'aimais bien cette opération-là, mais voilà, on ne peut pas se dédoubler. Mais sinon, voilà, on va dire dans le vignoble, novembre à mi-février, mi-mars selon, c'est la taille. Puis après, c'est les travaux du sol, les plantations, les traitements, après en mai, juin, juillet. Voilà, des travaux du sol un peu intercalés.
Ouais, il y a plein de belles choses et tout ça avec après le travail dans la cave, quoi. Donc avec les soins apportés au vin, les mises en bouteille à programmer, les ventes aussi. C'est un petit peu important de vendre un peu son vin. On en boit, mais on en vend un peu aussi. C'est un petit peu le but. Hein. Oui, à la fin. C'est ça. Ça nous amène notre plaisir, nous, hein, évidemment. Voilà. Mais voilà, une journée va commencer très tôt, c'est terminé très tard. Ça dépend selon ton humeur aussi ou ouais, selon les besoins du travail. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. La taille, on peut. Si on n'y va pas aujourd'hui, on ira demain. On a 4 mois, entre guillemets. Bon, il faut le faire. Les vendanges, je ne peux pas dire non, je les ferai en janvier. Quoi. Donc moi, les vendanges sont la période la plus active. J'arrive à la cave, c'est 5 heures du matin. Et j'en repars avec du travail à la cave. Puis 7 heures, je suis dans le vignoble. Sauf quand je fais le blanc, où là, c'est 4 heures du matin, d'abord dans le vignoble, puis après retour à la cave. Et puis donc dans le vignoble jusqu'à 6-7 heures. Et puis le soir, dans la cave jusqu'à 11 heures. Quoi. Mais, oui, quand même. Ouais, mais c'est de la fatigue, ça c'est certain. Mais quel plaisir à la fin de pouvoir... mais c'est là et... je sais pas, je me compare comme un métier de bouche, quelqu'un qui fait d'un produit brut va vous transformer ça en produit plus ou moins noble, c'est quand même beau, quoi. Et nous, comme on n'a pas de possibilité de faire machine arrière, si on veut intervenir, c'est là. Ouais, donc on fait, et c'est génial, quoi. C'est génial. Donc toi, tu proposes au niveau des vins, alors Alors moi, sur le domaine, un sablé blanc, un séguré rosé, et ensuite 4 rouges. Donc un vin de pays que je veux volontairement, un vin de soif, vin de copain, vin sympa, en monocépage. C'est super bon d'ailleurs. Ouais, en merlot. Donc merlot qui n'est pas un cépage originaire de notre région. Mais là aussi, je voulais me démarquer un petit peu. Et comme en vin de pays, le cahier des charges est là beaucoup plus simple quelque part, beaucoup plus laxe. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas du merlot. Donc c'était en 92 où je les ai plantés. Et sans regret. Ça donne des vins assez sympathiques chez nous. Oui, franchement, oui. Voilà, sans prétention, je ne fais pas du Bordeaux. Ils savent faire des très belles choses dans le Médoc ou en Grave. Voilà, moi, l'idée, c'est un vin de soif, vin de copain, vraiment, vin plaisant. Accessible à toutes les bourses, je veux dire, hein, c'est ça, en fait. Oui, si on peut parler de prix, voilà, c'est une bouteille. En Belgique, avec votre TVA et vos accès et tout, c'est des produits que vous trouvez à 5,50 €. Quoi. Pourquoi chez vous, c'est moins ? On n'a pas le même taux d'accise, on n'a pas le même taux de TVA, on n'a pas le même cotex. C'est plus bas ? Oui, c'est 1 €, plus ou moins en fonction des cuvées, c'est un peu plus d'1 €. Quoi. Oui, quand même. Oui, ça, c'est pas pour moi. Par contre, quand je pars du salon, je vais à Confesse, comme on dit, puis je règle l'état belge des taxes que j'ai prélevées pour lui. Quoi. Oui, non, c'est vrai. Oui, pas le choix. Hein, voilà. En même temps, Et ensuite, donc, 3 cuvées en appellation. Une en sablé, qui est élevée en fût de chêne français, et 2 en séguré, une en élevage cuve pour le côté fruité, et une, celle qu'on est en train de déguster là, qui est élevée en fût de chêne américain. Voilà, donc j'essaie d'avoir une palette de vins avec des identités bien propres à chaque cuvée, qui sont vraiment, qui me représentent, que j'ai envie. J'essaie d'avoir les vins que j'ai envie de boire quand je pense à cette cuvée-là. Quoi. Tu te dis, voilà, moi, tu te mets à la place aussi de la personne qui va déguster ce vin, quoi. Tu te dis, un petit peu. Alors, il faut écouter, les gens. Après, moi, comme je dis, je me prostituerai pas. Si demain on me dit il faut faire diamétralement opposé, si moi ça me plaît pas, si ça ne te correspond pas, ça sert à rien. Tu vas pas bien le faire en même temps. Exactement. Correspondre, c'est vraiment le bon mot. Voilà, on peut. Alors, c'est un peu là aujourd'hui la tendance, par exemple, sur le vin rosé, c'est des rosés de plus en plus clairs, voire très pâles. Moi, je veux bien être un peu pâle, mais je veux pas être translucide, quoi. Donc voilà, il y a jusqu'à un certain niveau, je veux bien écouter un petit peu le grand public. Après, je veux que mon vin ait son identité. S'il est plus pâle, ça veut dire qu'il a une maturation moindre Alors, théoriquement, non. C'est juste un temps de macération ou de contact qui a été vraiment très, très court. Donc, il perd de son goût, alors pas forcément. Pas forcément. Là, le rosé, c'est vraiment un exemple de vin très psychologique où les gens, malheureusement, s'ils voient un vin peu coloré, ils vont dire il doit être bon, ce petit, il doit être friand, il doit être gourmand. Alors qu'il peut coloré. Ouais, il peut faire 15 degrés et être très bon, quoi. Ouais. Et souvent, un rosé très teinté, les gens vont dire il doit être très corsé et tout, et c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai.
Moi, je trouve qu'il est plus tentant, justement, si c'est un vin rosé, il faut qu'il soit rosé, quoi. Enfin, il ne faut pas qu'il soit Alors translucide. la palette des rosés, elle est multiple. Hein. Ouais. Elle va du gris clair au rouge un peu soutenu. Et tout ça, c'est du rosé. On prend l'exemple d'un Claret à Bordeaux ou un Tavel en Rhône, on est sur des rouges un petit peu soutenus. Et on prend un gris, par exemple, de Camargue. Des fois, on a du mal à faire la différence avec certains vins blancs. Ouais, donc, dans tout ça, chacun va trouver sa palette de couleurs. Mais pareil pour le vin blanc, hein. Il y a du vin blanc qui est beaucoup plus doré que d'autres. Ouais, alors ça dépend un peu des cépages et ça dépend surtout de l'élevage. L'élevage en fût de chêne va apporter un petit peu plus des notes justement dorées, comme tu dis, alors qu'un élevage plus en cuve, on va rester sur des vins blancs un peu plus pâles. Parce que c'est le bois qui va donner cette la couleur. teinte du bois, Ouais, voilà, d'accord. essentiellement. Pas que, hein, il y a des cépages qui sont un peu plus colorés que d'autres, même sur le blanc, mais essentiellement c'est ça, quoi. Quel est le vin dont tu es le plus fier dans ce que tu proposes? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Bah ouais, C'est excuse-moi, question... j'innove pas. Non, c'est lequel vous préférez? Tu les aimes tous, c'est sûr, mais enfin, ouais, celui qui non, te... mais ça dépend des moments. Ça dépend de ce qui va accompagner. On peut pas, c'est comme ces enfants, on peut pas les rogner, quoi. Ils sont tous différents et ils sont tous bien. Voilà. Non, moi, en fonction des moments, c'est vrai que à 5 heures du matin, si on a de faire un déjeuner agricole, donc déjeuner agricole, c'est pâté, jambon, saucisson, quoi. Tout ce qu'il faut pour le médecin. On va peut-être boire un vin. À 5 heures du matin. Il n'y a pas de honte à se faire du bien. Hein. Enfin, Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Du vin, non? Et avant d'aller au boulot, il faut charger. Hein. Donc, un rouge fruité, ça va bien, quoi. Ouais. Et puis après, peut-être sur une belle pièce de gibier, quelque chose de très étoffé, une belle cuvée, bien corsée, avec un bel élevage en fût, quelque chose de bien capiteux, voilà. Donc, à chaque moment et à chaque accompagnement, son vin. Son vin, oui, tout à fait. Ton vin blanc, il a effectivement ce goût en barrique, lui. Oui, hein 100%. Ouais. C'est vrai qu'il a un petit goût un peu... Enfin, c'est pas noisette, hein, puisque c'est pas... il y a le petit goût qui transparaît, qui fait un peu la différence. Alors, le chêne US a un peu la particularité d'apporter des saveurs de vanilline et de coco. Donc, en fonction des années, de comment répond le vin dedans et des barriques, on va être sur des saveurs assez toastées et assez vanillées, quelque part. Alors, c'est pas... c'est plus ou moins marqué en fonction du temps d'élevage, de plein de choses. Et si on a un joli vin avant, où on va apporter aussi des saveurs un petit peu de fleurs blanches ou de fruits type abricot ou pêche, ça fait un joli mélange, ça fait une belle aromatique, quoi. Bah, disons que c'est un sacré métier, vigneron, on s'en rend pas compte, hein? Ouais, bon, après... comme un restaurateur, hein, quelque part, on met en musique des éléments primaires, quoi. Oui, mais c'est vrai que voilà, quand on déguste, on ne se rend pas compte que derrière, il y a cette personne, cet homme qui a dit, qui s'est dit, je veux le meilleur, quoi. Enfin, je vais aller goûter, je vais faire en sorte que ça arrive à donner un résultat. Et nous, on est là, on déguste, on se dit, enfin, moi, je ne sais pas déguster du vin, moi, je le bois. Voilà. Déjà, est-ce que le vin est bon ou pas bon? C'est déjà un premier critère. Et est-ce qu'il t'apporte du plaisir? Ouais, c'est ça. Déjà, quand on a répondu à ces deux questions-là, on a fait une bonne part du chemin. Après, si on veut être un peu plus passionné ou plus pointilleux, on va apprendre à déguster, à décortiquer quelque part un peu le vin sur l'aromatique, sur les saveurs en bouche. Mais après, un vin qui peut être très particulier, moi, s'il ne me plaît pas... mais il ne me plaît pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, attention. Hein. Dans les vins, il faut rester mesuré. Et moi, tous les vins ne me plaisent pas. Beaucoup me plaisent, mais pas tous. Mais ils peuvent être très bons dans leurs caractéristiques. Mais ils me correspondent de moins, tout simplement. Ah ben, bien sûr, c'est comme de toute façon tout plat préparé ou que sais-je. Hein, voilà, ça c'est clair que voilà, on ne peut pas aimer tout non plus. Exactement, donc après... Et heureusement d'ailleurs. Parce que... Ah bah oui, c'est ce qui fait la richesse. Et je pense que, alors, si on reste qu'en France, on a quand même une palette de vignobles et de vignerons fabuleux. Il y a qu'à être un petit peu curieux et puis faire le tour des salons. Ou quand on est en villégiature dans les régions viticoles, n'hésitez surtout pas à pousser les portes des caves.
aller déguster, aller découvrir le vignoble, aller interroger les vignerons. On est là pour partager tout ça, quoi. Tout ce savoir, répondre aux questions qui, des fois, peuvent paraître stupides, je dirais pas stupides, oui, ou mais incongrues, mais il n'y a pas de question bête. mais non, voilà, tout n'est pas parce inné. que tout le monde ne connaît pas non plus. Voilà. C'est comme, par exemple, une question bête que je vais te poser maintenant. Pourquoi est-ce qu'on recrache quand on déguste? C'est gâcher de la marchandise. Oui, alors je te laisse imaginer si sur une dégustation de 25 ou 30 vins, je ne suis pas certaine d'avoir les mêmes capacités au premier et au dernier. Donc voilà, ça permet de rester encore un peu lucide, quoi. Mais justement, pour passer d'un vin à l'autre, c'est ça votre petit morceau de pain là, que vous mettez pour pouvoir... ça permet un petit peu on va dire de nettoyer les papilles quelque part. Notamment quand on est sur des vins rouges assez capiteux ou très tanniques, voilà, qui vont vraiment marquer le palais. Donc c'est bien de rincer à l'eau ou de manger un petit peu quelque chose qui va nous faire saliver. Et donc on va nettoyer quelque part notre palais. On ne le nettoie pas complètement. Donc non, ça veut mais dire déjà que ça remet bien les compteurs à zéro, quoi. Voilà, donc c'est toujours pareil. Si on déguste un blanc léger derrière un vin rouge très corsé, si on ne s'est pas un petit peu rincé, on va plus le pauvre vin blanc, il va paraître bien maigre, quoi, là derrière. Ouais. Et comment, voilà, une dégustation de vin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc il y a plusieurs critères, hein. La robe, comment on appelle ça? Donc c'est la couleur. Alors moi, quand je fais des dégustations, je note, on va dire, sur 5 la robe. Après, je mets sur 6, souvent 6 ou 7 selon mon humeur, l'aromatique au nez et le reste en bouche, ce qui va me donner une note globale. Voilà. Alors après, en sachant que sur les rouges, la couleur va avoir son importance puisqu'on a plus ou moins d'intensité. Mais oui, mais justement, c'est son importance, mais tout dépend aussi des régions, j'imagine. Hein. Bien sûr, non mais oui, c'est vrai que moi je juge par rapport à mes critères. On va dire rhodaniens, quoi. Quand je suis en Bourgogne, les pinots sont des vins moins teinturiers, donc là je ne vais pas arriver à me dire vous avez des vins, ils sont pas colorés. Non, là j'essaie d'abord de demander aux collègues vignerons locaux qui me dégrossissent un petit peu quels sont les critères auxquels je dois m'attendre, et je vais essayer de juger ou de me faire mon opinion par rapport à ça. Donc toi, ta robe, c'est rubis? Exactement. On est sur bon, pourtant la lumière, on n'est quand même pas sur des lumières. Non, mais je l'ai déjà vu dans une autre lumière. Voilà. Non, on est sur des vins regarde, ça rubis, bien rubis avec une jolie intensité. 2018 n'était pas les vins plus intenses. On a eu des années beaucoup plus colorées. Mais en règle générale, les vins de la vallée du Rhône méridionale notamment sont des vins plutôt avec une belle intensité colorante. Alors, le nez? Alors là, pareil. Alors, si je vais me resservir un petit peu parce que moi j'ai fini mon verre. Tout ça pour te servir un verre. Hein. Et oui, on trouve toutes les excuses qu'on peut. Oui, ça c'est la même cuvée, la même barrique que j'ai utilisée pour le blanc. Quand j'ai fait mes premières cuvées de blanc, ça m'a plu. Puis je me suis dit, ça marche sur le blanc, ça doit bien marcher avec le rouge. Donc j'ai acheté 2-3 barriques et j'ai fait de l'élevage du rouge dessus avec mon Séguré. Et ça m'a plu là aussi. Donc aujourd'hui, le parc s'est un peu agrandi. Et donc c'est devenu cette cuvée là, la sélection marquise. Et donc là, pareil, on va retrouver ces saveurs un petit peu vanilline, toastées. Mais là, avec plutôt des saveurs poivrées et de fruits rouges très mûrs, là qui sont liés vraiment au vin rouge. Donc et après, avec le nez. Et puis alors, quand on goûte, donc on a un vin qui est assez structuré, mais avec des tanins qui sont déjà ronds. J'aime pas trop les vins avec de l'amertume. Quand tu dis rond, parce soyeux quelque part, qui passent bien en bouche. Donc on peut avoir des vins puissants, mais pas forcément agressifs. Si on est sur des vins qui sont pas agressifs, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu trop jeunes. Il vaut mieux un petit peu oublier encore les bouteilles et leur laisser un petit peu de maturité, quoi. Donc puisqu'avec le temps, tout ça va se patiner. Moi, c'est vrai que je ne suis pas dans cette culture de dire je vous vends du vin, vous le gardez 10 ans et puis on le goûte. C'est vrai que pour moi, comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire.
Mais ça, c'est ma philosophie C'est à moi. difficile de passer à côté des bouteilles de vin et de se dire non, je te bois dans 9 ans. Ouais, alors après, nous, la vallée du Rhône, on est sur des vins de moyenne garde. Moi, je considère moyenne garde, voilà, entre 5 et 10 ans. Il y en a qui durent plus, certaines sélections. Moi, je trouve qu'entre 3 et 8 ans, déjà, C'est déjà pas mal. moi, je pense que nos vins, chez nous, sont bien dans cette frange-là. Après, des grands Bordeaux durent 20-25 ans, ça c'est... Voilà. Mais c'est leur spécificité. Par exemple, justement, le vin que tu as mis en bouteille le 11 février. Ouais. 2019 déjà. Ouais. Donc, on peut le boire sans souci tout de suite, Ouais. quoi. Oui, parce que là, donc, il s'agit des 2 cuvées en élevage cuve, où là, je vais privilégier vraiment le côté aromatique, côté fruité, côté gourmand pour le vin de pays. Pour le Séguré, c'est des vins un peu plus étoffés, mais je les ai travaillés déjà sur Mar, en pleine vinification, dans l'idée qu'ils allaient être embouteillés rapidement. Donc, j'ai anticipé quelque part, j'ai prévu dans l'élaboration de les travailler pour les prêts à boire plus rapidement. Mais on peut le garder aussi. On peut le garder, mais c'est vrai que dans l'idéal, on va dire, j'ai un petit peu accéléré ce que Dame Nature aurait mis 6 ou 7 mois. Bon, ben, voilà. Je l'ai, par les techniques, un petit peu avancé pour que sa maturité soit là avant. Là, c'était tout simplement lié à un problème de stock, donc j'avais plus de ce vin-là. Donc, et il fallait venir au salon des viticulteurs de Chaudfontaine. Chaudfontaine, le salon ne voulant pas être fait au mois de juin, voilà, il a fallu trouver une solution. Voilà, exactement. Et ben voilà, Éric, on est déjà à la fin de cette émission. Déjà, oui. Moi, j'aimerais bien, qu'est-ce que tu aurais envie de dire encore à propos de ce métier qui est parce que c'est une passion avant toute chose. Je crois qu'on ne peut pas faire ce métier sans être passionné, non ? Ah, ça, comme tout dans la vie, pour moi, c'est vital, quoi. Pour avoir suffisamment d'énergie, il faut faire quelque chose qu'on aime, essayer de le faire bien. Bon, à défaut, on peut essayer, ça ne mange pas de pain d'essayer de faire les choses bien, surtout quand on travaille avec un produit naturel. Donc ça, voilà, moi, j'encourage tout le monde à essayer de faire les choses qu'ils aiment et de les faire du mieux possible. Et puis surtout, quand vous achetez une bouteille de vin, de quelque région qu'elle vienne, ne la buvez pas seule. Le vin, c'est la vie, c'est la convivialité. Le vin, ça se partage. Alors, avec modération, moi je ne le connais pas, ce monsieur modération, mais je dirais plutôt avec raison. Je trouve que c'est mieux d'avoir de la raison quand on déguste des vins. Et puis, il n'y a pas de raison, ça le fait. En même temps, toi, tu es obligé de le goûter tout le temps puisque tu le fabriques. Oui, mais je recrache. Là, tous les jours, on recrache. Mais c'est vrai qu'avec mes collègues de promotion, quand on fait des dégustations, on a toujours des éthylotests avec nous, par exemple. Parce qu'on est quand même un petit peu sérieux. Et si à un moment donné, malgré qu'on recrache, on en ingurgite toujours un petit peu, puis il y a les émanations, il y a un peu tout ça, on peut se retrouver un moment en dessus de la limite, on va dire. Et puis vous, en France, vous n'êtes pas... les retraits, les points en moins, etc. C'est galère, Il y a une loi, elle est ce qu'elle est. Et en même temps, il faut bien la respecter, quoi. C'est comme pour tout aussi. C'est une loi. Voilà, c'est sûr. J'ai mon opinion, chacun se fera la sienne. Tout à fait, ça c'est sûr. C'est pas à moi de le dire, quoi. Ça a été voté. Eh ouais, donc on n'a pas, comme tu dis, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui se dit, tiens, je ferais bien vigneron? Il faut bien peser le pour et le contre, quand même, parce que c'est pas un métier très difficile peut-être, mais c'est pas non plus un métier facile. Non, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment bien peser le pour et le contre, bien mesurer son investissement, bien calculer ce que l'on a envie de faire, écouter les anciens. Et puis après, une fois que tous les paramètres sont dans le vert et puis qu'il y a l'énergie qui est là, fonce. Fonce et puis surtout, fais-toi plaisir. Tu reviendrais jamais en arrière alors, Ça va être compliqué là. Non, mais je veux dire, t'aurais vraiment pas envie, tu te dis là, c'est je vraiment... sais pas, alors la question serait plutôt pour faire quoi d'autre? Et là, je sais pas. Là, je sais pas, peut-être parce que je me suis jamais posé d'autres questions. Parce que tu es bien dans ce que tu fais aussi. Voilà, parce que j'aime ça, donc... Voilà, moi je suis bien. Après, je suis persuadé qu'il y a plein d'autres métiers passionnants, attention. Ça, j'en suis sûr. Mais bon, mais il faut qu'ils te plaisent aussi. Et là, toi, c'est ta vie, en fait. Ouais. Donc là, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Voilà, moi, ça m'a permis qui gagne. Ouais, exactement. Ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, de voyager.
c'est pas trop mal, quoi. Et puis de m'épanouir dans mon métier, quoi. Bah, je trouve que déjà, ça fait pas mal de bons critères. Ah bah ma foi, il y a pire. Exactement. Exactement. Bon alors Éric Chauvin, Domaine Le Souverain, Salon des viticulteurs, c'est à partir de demain, 18h pour le public jusqu'à 22h. Samedi de 11h à 20h, dimanche de 11h à 18h. Stand numéro 1, si on veut te retrouver, Côtes-du-Rhône. Voilà, oui, exactement, comme ça. À l'entrée. Voilà, c'est dans la mezzanine, c'est à Soursorama, c'est ici à Chaudfontaine. Ben merci, on en sait un petit peu plus maintenant. Je crois que je vais plus. Déjà, je sais que je dois regarder la robe, je dois sentir et je dois goûter. Mais moi, ça part tout seul. Hein. Je ne prends pas la peine de goûter. C'est pas grave. Hein. Non, mais il y a quand même, ça reste quand même. Hein. Il reste quand même un goût dans la bouche, donc ça c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir apporté le soleil dans l'accent, hein, pas non, parce que là tu nous as plutôt apporté la neige, mais bon, tant pis, voilà, on n'a pas le choix. Bon salon. Merci beaucoup, et puis en espérant vous voir nombreux donc sur le salon. Puis je vous dis à bientôt.